Bonsoir tout le monde. On est ravis de vous retrouver sur Twitch pour lancer enfin les émissions de 2023. On espère que tout le monde va bien. Désolé, on a eu quelques minutes de retard, histoire de tout bien lancer. On a le plaisir d'accueillir ce soir Fania Noël. Bonsoir Fania. Bonsoir. Fania qui est sociologue, essayiste afro-féministe qui a notamment publié et maintenant Le Pouvoir aux éditions Combat Charis. Et Nicolas Framont. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Sociologue, rédacteur en chef du magazine Frustration et auteur d'un livre à paraître. Et c'est une sacrée coïncidence parce que tu viens de l'annoncer et en fait c'est un peu pile poil sur le sujet. Il s'appelle Parasite. Parasite, ça porte bien son nom et ça parle des riches. Exactement. Mais on en reparlera. Alors, ce sujet, les riches méritent-ils d'être riches et les pauvres d'être pauvres, hein, avec cette question sous-jacente sur la méritocratie entre héritage et mirage, il nous a été inspiré par une polémique qui est née il y a quelques jours. Alors, vous l'avez sûrement vu passer, notamment sur les réseaux sociaux. Delphine Arnault, la fille héritière de la famille Arnault, a été nommée PDG de Christian Dior Couture. Donc, c'est une nouvelle histoire d'héritière nommée à la tête d'une grande entreprise familiale. On avait eu d'autres exemples ces derniers mois, ces dernières semaines, dans la famille Arnault encore, dans la famille Bouygues, dans d'autres familles. Et en fait, ce qui nous a intéressés, c'est les réactions. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de critiques, de gens qui disaient, qui pointaient du doigt un peu ironiquement, ah bah bravo à elle, elle l'a mérité, ça a dû être très difficile en tant que fille de milliardaire, hein, d'accéder à ce statut. Et puis, il y a tous ceux qui ont réagi en traitant donc ceux qui critiquaient de jaloux. Arrêtez d'être jaloux, c'est toujours ça en France, on jalouse la richesse et la réussite des riches, c'est pas possible de réussir dans ce pays sans se faire critiquer. Elle l'a mérité après tout, elle a travaillé dur, etc., etc. On mettra quelques tweets en exergue au fil de la discussion. Et donc, cette première question que je vous pose, est-ce que Delphine Arnault a mérité cette nomination en tant que PDG de Christian Dior Couture? Je ne sais pas qui veut commencer. Fania, je te laisse commencer. Ok. Bonsoir tout le monde. Bon, d'abord, je ne sais pas, en fait, dès qu'on parle de la question du mérite et qu'on encadre le mérite comme si c'était quelque chose comme l'air, il y a l'eau, il y a le mérite, il y a une définition qui est claire, et ça, c'est naturel, le mérite, c'est naturel. Ça sous-entend que s'il y a des gens qui méritent certaines choses, il y a d'autres personnes qui ne les méritent pas ou qui méritent le contraire de ce que les uns et les autres ont. Donc, en fait, la question du mérite, qu'on passe, on passe la conversation sur la question du mérite et non pas sur la question de la captation des richesses, de à qui appartient l'outil de travail, à qui capte les richesses qui sont produites par le travail des gens qui travaillent et pas des actionnaires. On glisse la conversation sur quelque chose qui renvoie à nos expériences individuelles parce que personne apprécie qui fait quelque chose et qui n'est pas récompensé, mais ça, c'est notre expérience individuelle. Et nos expériences individuelles et ce qu'on expérimente, bien sûr, c'est valide, bien sûr, parfois on mérite des choses qu'on se dit, on a travaillé dur, on mérite un peu de repos, mais est-ce que la question du mérite, est-ce que la question de mériter quelque chose ou pas est là où la conversation sur qui est PDG ou à la tête ou top manager d'entreprises qui sont basées sur le travail des personnes qui ne possèdent pas l'entreprise, mais qui font sa valeur et qui produisent ce qui fait sa valeur.
Et déplacer la conversation sur le mérite, sur la jalousie, sur tous ces sentiments et ces affects, ça, en fait, ça déraille complètement la conversation sur la conversation à qui appartient l'outil de travail et qui est récompensé de son travail ou qui a les rétributions de son travail. Et si on parle de le travail du travail qui produit de la valeur, il n'y a personne et aucune entreprise qui mérite juste de capter le travail et le labeur des autres personnes. Donc, je pense que la question de ça, du mérite, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout les néolibéraux et surtout toutes les personnes qui sont un peu Startup Nation, entrepreneurs, et tout peut être résolu par une question de développement personnel et pas par politique. Ils font exprès de mettre la conversation sur la question du mérite, de la jalousie, et la travailler, les diplômes, etc., pour que la conversation qu'on a est actuellement dans le contexte actuel sur la réforme de retraite, sur la rémunération du travail versus la rémunération du capital, sur la question de classe sociale et la question de captation et par les classes dominantes et par la bourgeoisie, et laisser de côté pour avoir une conversation très interpersonnelle de est-ce qu'elle mérite pas, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et après, on glisse sur des choses qui deviennent personnelles et sur des défenses ou des attaques qui sont loin de l'importance politique que cette nomination, mais aussi plus largement la question des récompenses, des places, des positionnements dans un système capitaliste a besoin et comment elle doit être adressée. Ouais. On y reviendra, Nicolas? Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Fania. En fait, je pense que on a la tentation, évidemment, moi le premier, hein, d'ironiser sur cette situation en disant, bah évidemment, elle l'a pas mérité. C'est d'abord la fille de quelqu'un. Et d'ailleurs, je dirais, faut bien se rappeler que c'est pas un cas individuel en fait. Hein, la fille Arnaud, en fait, toutes ces grandes familles françaises qui dirigent le capitalisme français et du coup une partie de l'économie mondiale sont des héritiers. C'est ça le fait majoritaire. Chaque année, il y a le classement challenge des 500 plus grandes fortunes de France. Hein, donc à chaque fois, c'est des familles qui ont des fortunes professionnelles, donc ce qu'elles possèdent, etc. Et je me suis amusé à prendre les 100 premières. Donc c'est vraiment les gens les plus puissants d'un point de vue financier, économique et du coup politique dans notre pays. Bon bah sur les 100 plus grandes fortunes, donc qui sont souvent le père, plus rarement la mère, on va dire. Eh ben vous en avez 60 qui sont des héritiers directs, c'est-à-dire que leur fortune elle vient d'une entreprise qu'ils ont hérité de leur père. Donc 60 sur 100 déjà, et tous les autres, quand on regarde tous les autres, c'est pas du tout des modèles d'ascension sociale, des gens qui sont partis de rien et qu'on finit par monter leur entreprise par la seule force de leurs innovations. Donc ça, ce sont les faits. L'autre fait, c'est que c'est le Financial Times qui nous dit qu'en France, 80% de la fortune des milliardaires est héritée directement. Ça veut dire qu'à la limite, ils ne contribuent eux-mêmes qu'à 20% de leur fortune. Et encore, quand on dit ils contribuent eux-mêmes, bah, Fania l'a dit, hein, ils le contribuent sur le dos des travailleurs, sur le dos des contribuables, sur le dos des assurés sociaux. Ça, c'est très important d'avoir en tête. Et donc, c'est vrai que finalement, non, évidemment, elle ne mérite pas de reprendre les rênes de l'entreprise paternelle, mais personne ne le mérite, en fait. Enfin, en fait, la question, c'est est-ce que c'est légitime que des gens soient aussi riches et dirigent des entreprises? Et à partir du moment où la réponse est non, parce que la réponse est non, avoir des milliardaires dans un pays, c'est une anomalie, c'est un dysfonctionnement de notre société, ça ne devrait pas exister, ça n'apporte rien. On y reviendra, mais ça nous coûte plus que ce que ça nous rapporte. Personne ne mérite ça, tout simplement parce que c'est inutile. Donc ça, c'est une chose importante. Et effectivement, quand bien même, alors après, moi je dirais de l'autre côté, on peut se dire, quand bien même elle l'aurait mérité, c'est-à-dire quand bien même on vivrait dans un régime un peu l'utopie de la bourgeoisie macroniste, ce serait de dire, de temps en temps, ils parlent de l'égalité des chances. Bon, je crois qu'ils y croient pas eux-mêmes, mais disons que quand ils essaient de nous vendre du rêve, c'est de ça dont ils parlent, c'est-à-dire l'égalité des chances, c'est chacun pourrait, dans cette société idéale d'égalité des chances, atteindre la position qu'il souhaite en fonction de son talent et de son travail. Alors évidemment, déjà, on en est hyper loin. Hein, déjà, pour toutes les raisons que j'ai dit, hein, les patrons, ils transmettent à leurs enfants. Le système éducatif, il est il donne beaucoup plus à ceux qui ont déjà beaucoup, etc. Donc, on en est très loin. Mais admettons qu'on y aille. Est-ce que ça serait une société plus juste? Est-ce que ça serait intéressant
Alors si tant est qu'on puisse d'ailleurs réussir à définir ce que c'est de travailler bien, ce que c'est le talent, enfin tout ça en fait c'est des mystifications, mais admettons, est-ce que ça serait intéressant que n'importe qui puisse devenir patron et dominer les autres? En fait, le problème c'est la domination, c'est pas est-ce qu'on a hérité de cette domination ou est-ce qu'on l'a mérité. Donc je pense quelque part, peut-être que oui, il faut pas entrer dans ce débat-là, même si évidemment un cas comme ça, ça met juste en lumière que en fait, les personnes qui nous dirigent n'ont pas plus de légitimité d'être là, elles l'ont uniquement parce qu'elles sont nées quelque part, exactement comme c'était le cas des aristocrates de l'Ancien Régime. En fait, rien n'a fondamentalement changé. Ouais, tu le disais, hein, tu citais, notamment ces chiffres, hein, qui ont été, publiés par Forbes, et puis, tes propres chiffres sur, effectivement, entre 60 et 80 de la richesse, hein, des riches vient de l'héritage. En fait, finalement, la richesse tient davantage à l'héritage et à toutes les formes, d'héritage d'ailleurs, hein, que ce soit, économique, patrimonial, mais aussi, ce capital, social, culturel, et cetera et tout, qu'au travail. Ça, c'est la première chose et on le sait, vous l'avez tous les 2 rappelé, les riches sont aussi riches parce qu'ils bénéficient, d'une, société qui leur est extrêmement favorable et de politique, enfin de tout un environnement, social, politique, économique et cetera et tout, qui leur est favorable. Est-ce que vous pouvez juste redire un mot sur ça? Parce qu'on associe beaucoup la richesse, en fait, et la fabrication de la richesse au travail et au travail individuel, en occultant toute l'œuvre collective qu'il y a, derrière, puisque évidemment, si c'est pas des riches, c'est qu'il y a une exploitation derrière de gens qui, fabriquent en fait cette plus-value. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça, sur, comment on est riche en fait? Comment on devient riche? En fait, je pense que la question, en fait, je pense que s'il y a eu beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux, mais aussi sur ça, c'est qu'il y a un non-dit sur la façon dont la culture du capitalisme et la culture du néolibéralisme s'est construite, la culture de la bourgeoisie, là, pour reprendre Weber, s'est construite en opposition avec ce qu'on avait en France avant de l'aristocratie, en disant, vous naissez, vous serez, voilà, vous êtes des nobles et la noblesse, etc. Donc, c'est construit sur cette idée de travail, qu'on peut tous arriver, etc. Et il y a cette idéologie et cette culture qui est sous-jacente, qui est insérée, qui est mise dans la propagande donnée à toutes les sauces, que la richesse et l'accumulation de richesse, parce qu'à un moment, quelqu'un a créé une entreprise, est moralement lié à un mérite, et moralement se mérite beaucoup plus que la richesse accumulée, par exemple, par les familles aristocrates je sais pas, par Harry et sa famille de la couronne d'Angleterre. Donc, il y a cette idée que ce que la bourgeoisie a, elle l'a mérité à un moment donné, même si, ils passent à leurs enfants, parce que l'idéologie de la captation de richesse a juste changé. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui a créé une entreprise, qui a accumulé des ressources en prenant, c'est les travailleurs qui créent la richesse et après le lègue à ses enfants deviennent riches, c'est normalisé parce qu'on le met souvent en parallèle avec les aspirations bourgeoises qu'ils ont vraiment enfoncé dans la gorge de tout un chacun. Et ces aspirations bourgeoises, c'est par exemple, investissez dans l'immobilier parce qu'après, vous allez le donner à vos enfants. Faites des économies, comme ça, après, vous pouvez léguer quelque chose à vos enfants. Donc, en fait, on essaie de créer des sentiments de mimétisme en disant, en fait, si j'étais à la place de Monsieur Arnaud, j'aurais fait la même chose parce que moi, avec mon 2000 € par mois, qui a acheté un pavillon dans le 78, effectivement, j'ai fait ça pour pouvoir que mes enfants le récupèrent et mes petits-enfants les récupèrent. Et moi, qui suis artisan boulanger, je fais ça pour que mes enfants puissent le récupérer. Donc, ça marche par mimétisme sur ça. Donc, c'est pour ça que la conversation ne peut pas être simplement sur parce que c'est LVMH, parce que c'est un gros groupe, etc. Mais sur le fait que même si c'est une boulangerie, même si c'est une charcuterie, même si c'est une PME, une petite entreprise de 5-10 salariés, si
la richesse créée par cette entreprise, même si ce n'est pas LVMH, elle est créée par les travailleurs et que la conversation devrait, que l'outil de travail doit appartenir à ceux qui créent la richesse. Bien que dans des PME, le travail est mieux parce que le patron de la boulangerie, il travaille un peu plus que les PDG des grands groupes. Mais la conversation, elle est là. Et le fait qu'on pense que la richesse, elle est créée par une personne ou que même la personne qui a eu l'idée, c'est ça, ça fait partie de la culture dans laquelle on vit de capitalisme, de penser que c'est le travail d'une personne et qui a la propriété sur la production collective de richesses. Et c'est ça la question, c'est qu'on produit collectivement des richesses. On produit collectivement des richesses, pas simplement parce qu'il y a différents travailleurs, mais parce que notre capacité à produire des richesses est basée sur des technologies, des techniques et des ressources qui sont mises en commun. L'accès à l'électricité, la connaissance, le fait qu'il y a un TPE, etc. Et ces richesses produites collectivement ne peuvent pas être juste privatisées dans leur grande majorité pour être transmises de manière éternelle, de génération en génération, pour accumuler. Et on voit, il y avait un article, je crois que c'était de New York Times, qui disait que la famille actuellement la plus riche en Italie, ben en plus, on peut les remonter à la famille la plus riche à l'époque des Médicis. Donc, en fait, c'est de ça dont il était question. C'est pas parce que les classes dominantes régénèrent, réorganisent, revendent, reconfigurent les discours qui légitiment pourquoi ils sont riches et comment ils construisent l'adhésion des autres qui ne sont pas riches et qui ne seront jamais riches à ça et jamais propriétaires, qu'on doit les normaliser et pas poser les questions qui sont à la racine de ça, qui est la richesse qui est produite, elle est produite collectivement. Qu'il y a des façons qui sont possibles d'habiter ensemble là, dans cette société qui ne soient pas basées sur la captation et la privatisation de richesses qui sont produites collectivement grâce au savoir, aux connaissances et à la force de travail de beaucoup de parts de la société. Merci beaucoup, Fania. Il y a Sniper Streak sur le chat. Merci à tous ceux qui commentent, qui dit, quand tu donnais l'exemple de ce qui se passe, de cette famille italienne qui est ultra riche depuis des générations, c'est même un phénomène européen, nous dit-il ou nous dit-elle. Les familles les plus riches datent du XVIe siècle. Et d'ailleurs, on retrouve aussi ça dans les anciennes colonies départementalisées, de la Martinique à la Nouvelle-Calédonie, d'anciennes familles extrêmement riches, qui sont riches depuis plusieurs générations et qui continuent de dominer économiquement, parfois même politiquement, l'industrie et ces îles-là. On y reviendra d'ailleurs sur cette question de sortir de l'hexagone. Mais Nicolas, je ne sais pas si tu as un truc à... Oui, oui, non, mais je suis d'accord sur comment on devient riche. En fait, là-dessus, on est intoxiqué des tentatives permanentes de renouvellement du discours par la bourgeoisie elle-même. Parce qu'effectivement, quand on se penche, moi j'ai essayé de le faire dans le livre, je me suis penché sur certains grands patrons qui même sont très appréciés. Par exemple, j'ai parlé de Michel-Édouard Leclerc, ou de l'actuelle, la personne qui a eu la progression la plus fulgurante en 2021, c'était Rodolphe Sadet. C'est le patron de CMA-CGM, qui est une grande compagnie de transport maritime, et qui est d'ailleurs le premier employeur privé de Marseille. Et Leclerc, tout le monde connaît Leclerc, quoi. Et dans les deux cas, ces genres de fortune, on se dit, bon, là, c'est des bons patrons, parce qu'au moins, on voit ce sur quoi ils basent leur richesse, quand même. Leclerc, il a eu une super idée, etc., etc. Mais en fait, donc, il y a toujours cette idée que le travail, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé. Ensuite, c'est des gens qui ont une bonne idée. Et ça, c'est ça qui permet aussi l'identification. C'est que du coup, des gens se disent, si moi aussi j'ai une bonne idée, si moi aussi j'ai un concept et tout, je vais pouvoir aussi devenir riche. Et puis, donc déjà, si on prend ces deux idées-là, alors déjà, il y a la question d'héritage. Dans le cas de Michel-Édouard Leclerc, c'est un héritier. En fait, il a hérité de l'entreprise de son père, qui était lui-même. Donc, à la limite, c'était peut-être son père qui avait eu la bonne idée. Mais quand on regarde quelle était la bonne idée, et quand on regarde quelle est la bonne idée de la plupart de ces patrons, en fait, c'est un peu détruant quand même, quoi. C'est-à-dire que leur innovation, en fait, elle crée effectivement une rupture dans un marché, mais elle le crée de façon violente, en créant fictivement un nouveau besoin et surtout en cassant les travailleurs et en créant des modèles moins chers.
Et le modèle de l'hypermarché en France, c'est un modèle qui a été complètement destructeur d'emplois, hein. Pour un emploi créé dans la grande distribution, c'est 3 emplois détruits ailleurs. Donc moi, j'ai toujours du mal. En France, on encense beaucoup les patrons de la grande distribution, alors que vraiment, quand on regarde l'origine de leur fortune, bah, c'est de la violence. C'est aussi du lobbying, hein. C'est des gens qui ont toujours fait pression sur les lois. Et dans le cas de Rodolphe Sadé, donc de CMA-CGM, ce transporteur maritime, quand on regarde un peu sa bio, bah, en fait, c'est une boîte qui est devenue très riche parce que elle a récupéré dans un marché assez pourri d'ailleurs à l'époque, dans les années 90, une compagnie publique nationale qui était la CGM, la Compagnie Générale Maritime. Donc, juste si on regarde ces deux personnes, et je l'ai fait à peu près à chaque fois, il y a la version officielle, c'est celle de Challenge. J'aime bien lire Challenge parce que c'est vraiment le discours que la bourgeoisie, alors c'est pas des bourgeois qui écrivent Challenge, mais ils ont un discours sur les bourgeois, ils les admirent, donc c'est vraiment le discours en fait justificateur du règne de la bourgeoisie. Et donc c'est toujours des biographies pas possibles, et là toujours fait de hasard, à la fois de chance et puis de talent. Et en fait, dès qu'on creuse derrière leur biographie, qu'on va vraiment vérifier ces éléments biographiques, bah c'est toujours des grosses exagérations. En fait, la plupart du temps, c'est des gens qui ont réussi à bénéficier à un moment donné d'une privatisation d'une entreprise. Le contribuable français, d'ailleurs, surtout dans les années 80, 90, a beaucoup joué en faveur de qui sont les milliardaires maintenant. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont récupéré plein de boîtes publiques bradées. Ils ont eu plein d'arrangements avec l'État à l'époque et les gouvernements successifs. Et ça, ils n'aiment pas trop dire ça, parce qu'évidemment, ils se voient avant tout comme des libéraux, des gens qui se sont faits par eux-mêmes. Aussi, ils se sont faits grâce aux contribuables. Et évidemment, grâce à l'exploitation des travailleurs. Et c'est vrai qu'en fait, bah, l'origine de la richesse, bah, elle est toujours sale en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, elle renvoie toujours à une exploitation et à la plus violente d'entre elles, qui est, dans le cas de la bourgeoisie française et européenne, à la traite négrière. La montée en puissance de la bourgeoisie dans les sociétés européennes, notamment en France, c'est au moment de la traite négrière, c'est au moment de la colonisation et de la destruction des peuples, des premiers peuples aux États-Unis. En fait, c'est quand même des gens qui ont bénéficié d'actions extrêmement violentes. Et voilà, donc ça aussi, c'est ça l'origine de la richesse. En fait, elle est tout le temps dissimulée. Et c'est pour ça que quand quelqu'un comme la fille de Bernard Arnault récupère les rênes, bah, tout le monde a à cœur de mettre en valeur ce mensonge, parce que c'est un des mensonges. L'héritage est un des mensonges parmi tous les autres que la bourgeoisie tient sur elle-même. Je voulais juste rebondir sur ce que Nicolas vient de dire. Parce qu'en fait, sur ce que tu as dit, où tout le monde agit, enfin, pas tout le monde, beaucoup de gens, et surtout sur LinkedIn, c'est un monde parallèle sur les réseaux sociaux, tout le monde agit comme s'ils étaient des milliardaires ou des millionnaires contrariés. Que soit, donc, c'est. Oui, on jalouse la richesse d'un tel, et on parle de personnes qui gagnent 1800 à 2500 avec prime. Mais ils agissent vraiment comme si ils étaient des millionnaires contrariés, que si eux, ils étaient riches, etc. Et voilà. Et après, il faut vraiment comprendre à quel point la machine idéologique qui part de la question de la méritocratie, de toutes les images, de la question du capitalisme, de la question de l'entrepreneuriat, de la start-up, comme Nicolas l'a dit, là, toutes ces histoires fantaisistes sur quelqu'un qui a créé une entreprise dans son garage et après qu'on se rend compte son père lui a donné 500 000 $, 1 million, etc. Fait des gens qui ont ces discours sur ce que tu disais, Siam, en France, les gens, ils sont jaloux, etc. Et je vois des gens qui répondent, non, c'est pas de la jalousie, c'est de la justice sociale, etc. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis OK, non, je ne suis pas jaloux, j'ai le seum. Je peux le dire, je suis désolée. C'est infuriating, c'est vraiment rageant de voir. On est enfin, moi, j'habite aux États-Unis, j'habite à New York. Donc, j'habite dans une ville qui est la ville où il y a une des villes où il y a le plus de concentration de milliardaires et de millionnaires au monde, où des gens peuvent dépenser 3 000 $ dans un déjeuner, ou des appartements même pas super coûtent 3 000 $ par mois, où les salaires peuvent aller à 7 chiffres, et il y a des personnes sans abri. Oui. Quand je vois le maire de New York avec tous les millionnaires et les milliardaires à faire ces trucs, oui, tout à fait. J'ai des sentiments qui ne sont pas des sentiments d'admiration, qui sont plus proches du dégoût et du truc. Et je pense que c'est une réaction normale. Ce n'est pas normal.
qu'un minuscule pourcentage d'individus qui ne en fait, je ne vais même pas enlever la question du travail, parce que moi, je considère que le fait de naître, qu'on n'a pas choisi, de naître, ça ne devrait pas nous condamner à devoir souffrir pour assurer le fait qu'on respire, qu'on mange et qu'on soit logé. Donc voilà, ce n'est même pas la question du travail. Je considère que tout être humain a le droit à se nourrir, à l'éducation et à se loger de base, que des individus captent et tiennent la richesse qui est produite par la majorité de la population de leur pays, mais aussi que nous qui vivons en Occident, on profite de la captation des richesses produites dans les pays des Sud. Ça n'a aucun sens. Donc, aller sur la question, moi j'invite les gens, quand les gens ils disent ah oui c'est la jalousie, en France on est jaloux, machin, etc. Si vous voulez, la jalousie, le seum, tout ce que vous voulez, mais ça ne peut pas être normalisé. Il y a aucun, ce n'est pas possible qu'il y a le travail de certaines personnes, on vit sur la même planète, vaut 8 centimes de l'heure et que l'heure de Elon Musk vaut 300 000 $. Parce que ça pose une question de est-ce que la valeur humaine et je sais que les gens adorent dire oui, mais ça c'est en fonction du coût de la vie, où vous habitez, etc. Non. Ce genre d'écart, ce n'est pas en fonction du coût de la vie. Il n'y a aucun coût de la vie nulle part dans le monde qui vaut 300 000 $ la minute et aucun coût de la vie qui mérite d'être payé 6 centimes. Donc, c'est la question de savoir soit toute la valeur humaine de chaque individu est la même et ne peut pas être sous-pesée, soit on considère qu'il est tout à fait normal que des individus puissent accaparer la richesse pour avoir des biens et des objets qui représentent le salaire de toute une vie d'autres êtres humains dans le même pays, dans la même ville qu'eux, ou le salaire de plusieurs vies et de plusieurs individus dans d'autres pays. Et c'est normal d'avoir des sentiments qui ne sont pas des sentiments d'admiration. Et je pense que c'est les sentiments normaux de ne pas se considérer comme des millionnaires ou des milliardaires contrits ou empêchés, mais que ce qu'on est la plupart des travailleurs dans différents domaines. Ouais, merci beaucoup Fania. Et peut-être là, il y a Yacine qui nous a rejoint, avec qui je vais co-animer cette émission. Il va poser juste une question après, mais juste comme tu nous as tendu la perche là et que c'était une question qu'on voulait aborder, les différences entre les riches et les pauvres, elles se jouent à l'intérieur d'une nation, d'un État, mais aussi entre les États. Parce que se posent aussi ces questions d'injustice et d'inégalité entre les États, et notamment ce rapport nord-sud que tu évoquais, et en vrai qui pose exactement les mêmes problématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Moi, je dirais que pour moi, ce qui me parle pour parler de cette question-là, c'est de se dire, par exemple, en France, on est un peu dans le siège social, un des sièges sociaux du capitalisme mondial. Et beaucoup d'entre nous, on est travailleurs dans ce siège social-là. Donc, on bénéficie de certains fruits de cette position privilégiée, tandis que dans d'autres pays, par exemple, ils sont les exécutants. Ils ont des entreprises qui sont des sous-traitantes d'entreprises européennes ou d'entreprises nord-américaines, etc. Et nous, on est dans la position de donneur d'ordre. Alors après, je dis nous, mais avec des limites quand même. C'est que cette position de siège social, elle s'est faite au détriment de beaucoup de travailleurs, par exemple en France ou en Europe, qui ont été dépossédés de leur savoir-faire, qu'on a fait se sentir trop cher, trop cher, pas assez flexible par rapport à des travailleurs moins chers et avec peu de protection au travail. Par exemple, je pense au Bangladesh, parce que typiquement, une entreprise française comme Muliez, par exemple, le groupe Muliez, donc c'est une famille, c'est une famille qui ne se transmet qu'au sein de la même famille. On peut, par exemple, devenir patron d'une ancienne Muliez, donc qui est à la fois de la distribution, etc., uniquement si on fait partie de la famille Muliez par alliance
ou directement. Donc, pour revenir sur la question d'héritage, moi, ce que je trouve complètement hypocrite, c'est de faire comme si, en plus, la bourgeoisie n'avait pas toujours fonctionné comme ça. Et au moins, les Mulliez, on va dire, ils ont la franchise de fonctionner vraiment comme ça. Et eux, bon, bah, c'est des gens, ils étaient dans le textile au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis, petit à petit, ils ont liquidé toute l'industrie textile française, avec tout ce que ça a entraîné pour des tas de régions, etc., qui se sont retrouvées sans rien, pour déplacer ce textile dans des pays où il pouvait avoir des incohérences avec des dictatures militaires et où le droit du travail était beaucoup plus faible. Je pense au Bangladesh, par exemple. Et ce qui s'est passé au Bangladesh en 2013 à Dhaka, c'est l'effondrement de tout un immeuble de confection textile qui s'appelait le Rana Plaza. Pour moi, quand on voit, donc c'est un accident qui a fait plus de 1000 morts, hein, ce qui est complètement énorme. Et c'est comme si on avait déplacé, enfin pour moi, cet exemple. Donc pourquoi je parle de cet immeuble? Parce que parmi les marques donneuses d'ordre du travail dans cet immeuble aux conditions de travail complètement dégradées, etc., il y avait Auchan. Il y avait Auchan via sa marque de textile, et Auchan appartient au groupe Mulliez. Donc les Mulliez, ils vivent en France, ils ont liquidé le textile en France, ils l'ont installé au Bangladesh. Donc quelque part, on peut dire que la France exploite le Bangladesh à ce titre. Et quelque part, ils ont déplacé dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a eu du progrès social en France qui fait qu'on ne peut plus avoir des conditions de travail telles qu'elles étaient au Rana Plaza. Mais du coup, pour quelque part revenir un siècle en arrière, eh ben, on a déplacé les unités de production dans l'espace. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'en jouant sur l'espace, les capitalistes, ils jouent avec le temps. C'est-à-dire que ils se disent, voilà, tant que les Français ils ne seront pas revenus à un niveau intéressant pour pouvoir les exploiter, par exemple dans le textile, on va faire notre textile ailleurs. Et quand les travailleurs chinois ont fait, ou Bangladeshis auront fait suffisamment de grèves qui font que leurs droits sociaux vont augmenter, ben peut-être qu'on va se retourner voilà, dans 10-30 ans vers les travailleurs français qui, eux, auront été complètement asthmatés par des années de macronisme. Donc, pour moi, il y a un des rapports qui se joue comme ça, c'est jouer sur là où les travailleurs sont potentiellement les moins bien organisés ou les moins bien protégés. C'est un des aspects de cette domination spatiale, je dirais. Je ne sais pas si ça répond à ta question, d'ailleurs. Oui, oui, si, carrément, bien sûr. Et je ne sais pas si Fania peut... Ben en fait, je pense qu'il y a, sur la question de ça, il y a la question, bien sûr, des délocalisations, mais après, on voit à quel point c'est une fuite en avant, parce que là, on voit, ils ne veulent plus produire en Chine parce que la Chine a augmenté ses prix de production. Donc, ils disent, oh, c'est trop cher, donc on va aller à côté, on va aller à côté. Mais, comme disait Marx, le fait que une des constantes du travail des rapports de classe, c'est que les mobilisations arrivent. C'est-à-dire cette idée de docilité qui est une idée extrêmement raciste, que il y a les Français, la France, où la France, ce serait un endroit où il y a des idées, il y a une idée de mobilisation, il y a des gens qui se battent pour leurs droits. Donc, c'est-à-dire qu'on reconnaît à la France, à l'Europe, comme espace politique, que les gens, même les prolétaires, ont de l'agentivité. Donc là, dans ces espaces, les gens, ils ont trop de droits ou ils ont trop d'aspiration à des droits. C'est-à-dire qu'on leur reconnaît une volonté, une aspiration, un désir de mieux-être, ce qui est assez humanisant. Et après, il y a d'autres endroits qui est dans cette construction raciste coloniale, que eux, non, eux, ils demandent rien. Eux, ils sont contents. $1, $2, 50 centimes, ils sont contents. Regardez, ils sont contents, ils ont besoin de rien. Ils n'ont même pas besoin des produits que ces entreprises fabriquent dans ces pays, mais qui ne peuvent pas vendre dans ces pays en masse parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour ça, donc ils vendent dans les pays occidentaux. Parce que la question de ça, c'est la contradiction de tous les systèmes de domination, ils ont des contradictions narratives, hein, c'est-à-dire d'un côté, les immigrants, ils sont feignants, mais d'un côté, les immigrants, ils prennent vos travail. D'un côté, les Français ont un trop haut niveau de vie, les Européens un trop haut niveau de vie, mais d'un autre côté, il faut qu'ils aient ce niveau de vie pour pouvoir acheter les produits qu'on produit en masse et qu'on déverse et qu'il faut 8 collections de vêtements par an, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une contradiction parce que ce ne sont pas dans les pays dans lesquels ils produisent à ces niveaux-là qui peuvent avoir des chaînes de marques comme Monoprix qui peuvent déverser en masse des productions comme ça ou comme aux États-Unis, comme Target ou Walmart. Donc, on voit la tension, elle est là, mais il y a une autre forme de tension aussi où on essaye de mobiliser
un sentiment national comme si on défendait, je ne sais pas, une équipe de foot pour les millionnaires nationaux. Parce que quand la Macronie, mais aussi à gauche aussi, il y a ce discours à gauche, et même j'ai entendu ce discours à gauche, même dans la gauche proche de la LFI, il faut défendre nos industries, nos industriels, comme si, en disant, en fait, s'ils restent là, en fait, ça va faire la théorie du ruissellement qui n'existe pas, et en fait, qui existe encore moins vu que la Macronie et le néolibéralisme refusent de taxer les riches. Donc voilà, donc il faut les défendre. Donc on va voir que le président français va faire des choses et va être très content que dans la liste des personnes les plus riches ou qui sont devenues les plus riches cette année, en fait il y a 2 ou 3 Français. Ça c'est vraiment bien. Donc en fait c'est comme si on devait être vraiment fiers de ça. Qu'ils sont accueillants pour des milliardaires, qui récupèrent des millionnaires américains. Donc, comme si c'était je sais pas moi, des sportifs de haut niveau qu'on essaye de capter pour venir dedans. Donc, je pense qu'il y a aussi, il y a ça qui se joue entre les pays riches. Et évidemment, dans ce jeu-là, les Américains ont une longueur d'avance vu le nombre de milliardaires qu'ils ont dans leur pays, mais il y a cette concurrence qui est faite entre les pays des riches sur qui garde ces milliardaires, qui permet aux milliardaires les mieux. Et vous verrez que ce discours est accompagné d'un discours raciste et colonialiste parce que eux, c'est pour garder les milliardaires, pour faire qu'il y a du travail, ou quels que soient les fantasmes et les mensonges néolibéraux qui vous disent. Mais d'un autre côté, lorsque ces types de discours sont mobilisés par d'autres types de pays, surtout les pays d'Asie, etc., là, c'est du népotisme. Là, c'est l'État qui essaye de machin, etc. Donc, c'est vraiment accompagner ça. Macron qui essaye de garder tous ces milliardaires français pour dire qu'on devrait être fier qu'il y a autant de milliardaires, même si ça ne nous sert à rien et qu'ils sont, comme le titre de Nicolas, sont des parasites. Ça, c'est bien. Mais d'autres pays, surtout les pays qui sont en Asie, en Afrique, etc., ça, directement, il va avoir un souci sur où ils ont trouvé leur fortune, est-ce que c'est lié à l'État, etc., parce qu'il y a aussi cette illusion où la fortune des gens, des milliardaires en Europe et aux États-Unis n'est jamais liée à l'État. C'est-à-dire, ce n'est pas de la fortune il a volé l'État parce qu'il était président, etc. Ce n'est jamais lié à l'État, c'est que de l'entrepreneuriat et c'est que du mérite. Alors que quand on regarde, bien sûr que leur fortune est liée à l'État, que ce soit par les privatisations, que ce soit par les conflits d'intérêts, que ce soit par les réductions des taxes, que ce soit par le lobbying, etc. C'est juste qu'ils ont des stratégies beaucoup plus efficaces. Au lieu de devenir président et juste prendre de l'argent, de faire en sorte que d'autres personnes sous-traitent et que les intérêts de l'État s'alignent sur les intérêts de la bourgeoisie pour leur permettre de garder ces trucs de nous sommes des vrais entrepreneurs et les autres, là, c'est des gens qui sont pas vraiment des entrepreneurs. Donc, il faut voir aussi comment les discours colonialistes, racistes, etc., jouent sur cette compétition et sur la façon dont un bon milliardaire, un bon millionnaire, c'est un millionnaire occidental, blanc. C'est les personnes qu'on lit la presse, qui ont gagné leur richesse de manière bien. C'est tout. Et après, les autres, il y a toujours des trucs qui vont pas. Merci beaucoup, Fania, pour cette intervention. Merci beaucoup pour ces réponses. Il y a Yacine qui avait une question, je crois. Ouais, et justement, moi, parce qu'on a beaucoup parlé de machines idéologiques. Je ne sais pas si le micro est activé. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Enfin, moi, je t'entends. Okay. Moi, ça va, mais je crois que Yacine, je ne sais pas si il nous entend ou si on l'entend. Ouais, moi, je vous entends. En tout cas, nous, on ne l'entend pas. Et s'il nous entend apparemment, Nicolas m'entend. Fania, tu m'entends? Je t'entends. Ok, d'accord. Je pense que le problème vient de Siam. C'est pas grave, elle entendra les réponses, c'est pas forcément la question. Donc, du coup, oui, en fait, au début de vos interventions, vous avez beaucoup parlé de machines idéologiques, de mystification, et en fait, ces discours en fait prennent racine à l'école.
déjà, à l'école, on entend beaucoup justement, ce mérite, qu'il faut travailler et cetera. Pour vous, qu'est-ce qui se joue, à l'école autour justement de ces discours, sur l'héritocratie, sur la méritocratie? Parce que c'est Mmh. même finalement que ce mérite des riches, soit communément admis, c'est parce qu'aussi en fait il prend racine à l'école et voilà donc qu'est-ce que vous en dites sur, justement les enjeux de pouvoir qui se passent à l'école sur justement cette question de la méritocratie? Mmh. Bah, moi, j'ai l'impression, j'avais fait un article là-dessus il y a quelques mois, sur la façon dont l'école nie la lutte des classes, notamment à travers les programmes de sciences économiques et sociales au lycée, et d'une façon générale sur tous les cours liés, à la structure, enfin aux structures sociales. En fait, moi j'ai l'impression que, l'école parce que, Heu, derrière un faux mythe de neutralité, c'est-à-dire les profs osent pas forcément aller sur ce terrain, les programmes scolaires sont quand même faits d'en haut. Il y a cette idée que, certes, il y a des inégalités, voilà, on va parler des inégalités sociales, voilà, qui grandissantes. Le terme inégalité sociale est de plus en plus consensuel parce que quand on dit inégalité, c'est juste un état de fait, ça ne dit pas d'où ça vient et donc si on dit qu'il y a des inégalités, bon, bah, ça peut être la faute à pas de chance. Il y a des riches, il y a des pauvres et cetera. Mais par contre, on nie en permanence la lutte des classes, c'est-à-dire l'idée que ces inégalités, elles sont voulues, elles sont entretenues consciemment par ceux qui en occupent le sommet et l'État à leur service. La lutte des classes, c'est la façon dont notamment les classes bourgeoises et on va dire sous-bourgeoises s'emparent du système éducatif, c'est particulièrement vrai en France, à leur profit, quoi. Enfin, on est quand même dans un système fou où il y a des écoles privées pour la bourgeoisie, mais elles sont subventionnées à fond par le public. Et quand on regarde notre situation, qui sont le plus monopolisés par les enfants de la bourgeoisie, qui coûtent le plus cher à l'État, dans lequel on met le plus d'argent. Donc on est dans un système qui est pas du tout, en fait, qui est pas du tout privé ou libéral. C'est un système effectivement public, mais où le public renforce les inégalités sociales et donne plus à ceux qui ont déjà plus. Donc en fait, le système scolaire, il est très au courant qu'il participe à ça, et je pense qu'il y a un mal-être général. Et moi, j'ai des amis profs qui m'en ont parlé, comment ça peut être compliqué, c'est-à-dire qu'ils savent ça. En même temps, à court terme, est-ce qu'ils vont plutôt dire, c'est vrai que c'est épineux, est-ce que vous dites la vérité aux élèves, à savoir, les choses sont jouées très tôt et de plus en plus tôt, notamment à mesure que l'apprentissage se développe. En France, on développe à fond l'apprentissage. Concrètement, c'est catastrophique. C'est-à-dire que vous figez le destin social des enfants d'ouvriers et des employés en leur disant à 15 ans, voilà, tu vas apprendre ce métier, bam. Et pendant ce temps, pour les enfants de la bourgeoisie, on va leur laisser tout le temps de se trouver, etc. Je prends toujours l'exemple de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'est quelqu'un, il a été étudiant jusqu'à ses 29 ans. C'est-à-dire jusqu'à ses 29 ans, il a pu choisir sa voie, prendre le temps, etc. Alors on dit il a beaucoup travaillé, ça on dit toujours ça, des gens qui ont fait des études, on dit oui mais ils ont beaucoup travaillé. Oui et non, enfin les études on travaille beaucoup, mais c'est pas comme être apprenti en coiffure ou en boucherie à 15 ans et être sous les ordres d'un patron, etc. Donc ce que je veux dire c'est qu'il y a une contradiction complète entre la réalité du système scolaire qui reproduit les structures de classe, mais clairement, et puis son discours, qui est le discours un peu qui est censé donner de l'espoir, qui est de dire si tu travailles, tu pourras réussir dans la vie. Alors, avec tout ce que ça implique de dire réussir, en gros, gagner de l'argent et arriver à un poste de direction. Alors qu'empiriquement, c'est complètement faux. Et je sais que j'ai des amis profs, ils se disent bah, comment je fais du coup? Je sais que c'est faux. En même temps, dire aux gens que s'ils travaillent, ils vont réussir, ça les pousse à travailler. Et tant qu'à faire, mieux vaut qu'ils travaillent et qu'ils apprennent des trucs plutôt qu'ils ne travaillent pas. Et donc, ils sont pris dans cette contradiction. Et j'avoue, moi, je ne saurais pas quoi leur dire sur comment résoudre cette contradiction. Moi, je pense qu'il faut quand même dire la vérité aux gens. Il faut connaître mieux la structure sociale pour pouvoir s'y trouver, plutôt que de créer en fait une fausse idée de fluidité sociale, que si tu as une bonne idée, tu vas pouvoir monter ta start-up, alors avec quel argent, on ne dit jamais, etc. Ou si tu travailles dur, tu vas pouvoir gravir les échelons d'une entreprise, ce qui ne marche pas non plus. Voilà, moi je pense qu'il faut mieux savoir la vérité plutôt que de donner des sortes d'illusions qui ensuite culpabilisent les gens. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que du coup, oui, l'école joue énormément dans cette idée que le travail paye et que du coup, tous ceux qui ont réussi ont travaillé. Or, depuis tout à l'heure, on montre que c'est entièrement faux. Il n'y a aucun rapport entre la réussite capitaliste et le travail. Bien au contraire, d'ailleurs. Il y a un rapport entre la réussite capitaliste et l'exploitation du travail des autres. Et ça, c'est pas l'école qui le dit, évidemment. Oui, Merci. et aussi, Ania? Ouais. je m'entends en écho. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi je m'entends. Tu t'entends encore en écho là, Fania? Yeah, je sais pas.
Est-ce que tu as le Twitch allumé ailleurs? Non, mais j'ai pas de... Ah, tu as pas de son? Peut-être qu'il faut alors c'est bizarre parce que Ouais, parce que moi, j'ai pas d'écho aussi, je l'entends bien. alors est-ce que sur le stream vous avez un écho quand Fania parle ou pas? Ok, je vais juste descendre. Si personne a d'écho. Si personne n'a d'écho. Ok. Ok. Désolée, c'était mon Bluetooth. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que il y a l'école aussi, mais on voit que ce qu'on apprend à l'école, la méritocratie, etc., si on travaille, et c'est repris. Enfin, c'est comme s'il y avait un dialogue dans différents j'aime pas utiliser le mot spectrum politique parce qu'après c'est comme ça qu'on se retrouve avec des idées de l'extrême droite, l'extrême gauche, ça peut se rencontrer. Mais on va dire dans tout le spectrum politique, on peut retrouver des variations de cette question de méritocratie, de travail, etc. On a l'élément le plus bourgeois, c'est-à-dire dire ah oui, si vous travaillez, vous allez le mériter. Donc ça veut dire que si vous êtes pauvre, c'est votre faute. Donc ça c'est plus la droite, la Macronie, etc. Avec la Macronie, c'est un peu un truc un peu plus pop, c'est-à-dire il y a plein d'influenceurs, il y a le but de tout le monde, c'est de devenir son propre patron, la transformation de soi, et on voit comment ce discours il est infusé aussi dans la multiplication des choses de développement personnel, de machin, etc. De dire qu'en fait, si on est chacun l'entrepreneur de soi-même, c'est-à-dire si ça va pas bien dans ta vie, c'est que t'as pas assez travaillé, t'as pas assez lu de citations qui disent oh je peux arriver à tout, t'as pas écouté assez de podcasts. C'est pas du tout à cause des systèmes de domination en place, c'est toi qui n'as pas assez travaillé sur toi-même. Donc si tu gagnes pas assez pour payer ton loyer, c'est toi qui n'as pas travaillé assez pour toi-même. Et après on voit ces discours sur les réseaux sociaux, par les influenceurs, etc. Mais on voit aussi une variation de ce discours par des personnes qui sont plus progressistes. Par exemple, moi, je ne pense pas que ce soit un hasard tous les discours autour de la notion de transfuge de classe. Et dans mon livre, je suis vraiment pas contente avec cette notion de transfuge de classe et toute la narration qu'il y a avec cette question de transfuge de classe. Parce que je pense que la variation qu'on a de ce qu'on apprend à l'école sur la méritocratie, sur la question de transfuge de classe, et je parle comme quelqu'un qui peut être considéré comme ça, même si je considère plus que je suis une évaluatrice statistique, quelqu'un qui a grandi dans un quartier populaire en France, de parents immigrés populaires, et maintenant je suis dans une université américaine et je fais mon doctorat. Donc en termes d'accumulation de capital, que ce soit économique, symbolique, universitaire, blablabla, ça fait ça. Mais je pense que tout ce qu'il y a autour de la question de transfuge de classe, toute la façon dont c'est narré, la façon dont c'est mobilisé dans le secteur de la Startup Nation, parce qu'on voit beaucoup ça, surtout pour les personnes non blanches, noires, arabes, asiatiques en France, c'est qu'il y aura une mise en narration de je suis sortie de là, je suis arrivée, maintenant j'ai ma propre boîte, etc. Sur ça. Et là, on voit dans des secteurs progressistes culturels un discours sur les transfuges de classe. Mais ce discours sur le transfuge de classe reprend les éléments qui portent sur la méritocratie parce qu'il dit pas, c'est pas un discours, c'est un discours qui dit oui, ben voilà, la violence rencontrée, la violence symbolique rencontrée, qu'on on accède à ces nouveaux endroits de savoir, etc. Mais ce que ce discours demande, ce n'est pas l'abolition de ça, du fait qu'il y a un capital symbolique, c'est la diversification de ce capital symbolique. Donc, ce qu'on doit se demander, c'est quand on dit la question de la méritocratie, c'est un mensonge, ce n'est pas révolutionnaire de demander que la méritocratie fonctionne pour de vrai. C'est parce que quand vous demandez oh, la méritocratie ne marche pas, il faut qu'on fasse en sorte que la méritocratie marche, ça veut dire qu'on est toujours d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui méritent une certaine condition. Et ça c'est extrêmement problématique. Donc, il faut abandonner la question de la méritocratie, abandonner la question de la méritocratie et revenir sur la question de
la question du fait que exister, et je ne parle pas juste de consommer, mais exister dans un environnement où on ne tue pas la planète, où on ne surconsomme pas, ce n'est pas quelque chose qui est non réalisable. C'est qu'il y a assez de place pour tout le monde, il y a assez de place pour que tout le monde soit logé, pour que tout le monde soit nourri. Et quand je dis tout le monde, je ne parle pas que des gens en France. Pour tout le monde ait un toit, pour tout le monde ait accès à l'éducation. On a produit assez de connaissances, de technologies pour faire que tout le monde ait accès à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention sur, bien sûr, que, répéter, je suis Team Bourdieu, que l'école ne récompense que ceux qui la reconnaissent, etc., etc. Mais penser que la solution, ce n'est pas de créer des nouvelles règles pour être bien sûr que la méritocratie marche et pour être bien sûr que les élèves qui ne sont pas faits pour l'école, qui ne sont pas bons en maths, c'est les vrais gens qui ne méritent pas qu'on laisse de côté. Pas ceux qui mériteraient, mais qui ne mériteraient pas. Parce que ça pose toujours problème. Et je pense que le problème et la tension qu'on rencontre, qu'on essaye de produire un discours politique, que ce soit un politique engagé en tant qu'essayiste, sociologue, mais aussi politique en tant qu'organisation, c'est que cette question touche tellement à des expériences personnelles qu'il est difficile de se séparer. C'est-à-dire que quand on parle de ça, c'est comme si on attaquait les gens personnellement. Est-ce que je considère que j'ai beaucoup travaillé ? Oui, je considère que j'ai beaucoup travaillé. Est-ce que je considère que j'ai travaillé plus que certaines personnes parce que je suis une femme noire venant d'un quartier populaire qui est née en Haïti? Oui, je considère que ça. Est-ce que je considère que moi, étant dans cette règle? Oui, je considère que ça. Mais est-ce que tout ça fait que l'institution dans laquelle je suis est une victoire politique? Pas du tout. Parce qu'il y a une différence entre ces dernières choses, et au mieux, ce qu'on arrive à faire quand on diversifie les institutions, les places, etc., au mieux, ce qu'on arrive à faire, c'est les déstabiliser, ouvrir des places pour d'autres personnes, faire en sorte qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là, qui puissent être là. C'est le mieux qu'on arrive à faire. Au pire, on arrive à leur trouver des justifications. Par exemple, quand quelqu'un devient ministre et permet de dire qu'un gouvernement n'est pas raciste. Mais dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est de prouver la capacité de l'institution, et je parle de l'institution, que ce soit les entreprises, le capitalisme, les médias, l'université, etc., leur capacité à se renouveler, à changer pour toujours exister. Et je pense que c'est ça qu'on doit savoir, que l'école actuellement, comme elle fonctionne, comme un truc très punitif, tu y vas pour récupérer quelque chose, c'est un problème. Et ce n'est pas qu'un problème de la méritocratie, c'est un problème d'apprentissage, c'est un problème de à quoi on veut que l'éducation sert. Nicolas, on te voit acquiescer depuis tout à l'heure. Je crois que Ouais, je suis à fond d'accord avec ça. Tu as tout dit, donc voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je suis frappé comme toi, moi, de ce thème du transfuge de classe. On a vraiment l'impression que c'est parti d'une bonne intention et le truc est devenu complètement hors de contrôle. C'est devenu une marotte journalistique. Moi, encore hier, il y a une journaliste qui m'a contacté en me disant « Je crois que vous êtes un transfuge de classe, vous voulez faire un témoignage pour notre podcast ?» Genre, c'est n'importe quoi. Je suis pas un transfuge de classe. J'ai à peu près la même condition sociale que mes parents. Je suis même revenu vivre dans le même village. Enfin, je suis tout sauf ça. J'ai pas du tout renié mes codes. Enfin, voilà, comme tout le monde, j'ai fait des études où il a fallu balancer sur les mariages et la pétanque, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Donc je me dis, c'est fou, c'est le petit récit perso de tout le monde, et quand on voit les faibles critères qui permettent d'être un transfuge de classe, tout le monde s'y met, quoi. Et ce qui permet de donner une sorte d'aura un peu... c'est un peu, pour moi, le transfuge de classe, c'est un peu le self-made man de gauche, quoi. Voilà. Yeah. Et voilà. c'est exactement ce que tu disais. Tu sais, le truc de il n'y a plus de lutte des classes, machin. Donc, en fait, maintenant, de la même façon, on parle d'inégalité. Maintenant, on ne va pas parler de personnes qui sont qui sont minoritaires, qui sont des évadés statistiques, etc. On va dire, c'est des transfuges de classe. Mais le truc, c'est qu'à force de dire transfuges de classe, ce qu'on dit, c'est que la petite bourgeoisie, parce que les transfuges de classe, c'est jamais, je le dis dans mon livre, c'est jamais les footballeurs ou les rappeurs qui sont riches, c'est les gens qui sont dans l'édition, les médias, la culture, etc. C'est que ça veut juste dire que la petite bourgeoisie a un sens moral qui fait qu'elle reconnaît les talents, qu'elle arrive, que l'ENS arrive à quand même reconnaître des pépites, que les choses comme ça. Donc maintenant, enfin,
Et le fait qu'on pousse ça et le fait que c'est poussé comme une identité, ça permet justement de comme ça, de mettre la question sur une question extrêmement personnelle, extrêmement individuelle, extrêmement en développement personnel, et non pas sur la question de, en fait, comment on fait, est-ce qu'on va faire le grand soir? Non, pas, non, 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 ok, non, non. non. Mais non, mais en gros, moi, je me souviens, ça me fait penser à un passage où Édouard Louis était chez Léa Salamé. Et bon, j'aime bien ses livres par Nicolas, ailleurs. Oui, pardon. je te coupe 2 secondes parce qu'on entend quelqu'un ranger de la vaisselle. Il y a un bruit, Ah, pardon. je sais pas si Juste, c'est une porte qui… oui, oui, il je y a sais un peu de bruit, mais ça, D'accord. normalement, ça devrait se calmer juste le temps que je parle et ensuite je couperai le micro. OK, OK, ça Euh, marche. Du coup, juste, ça me fait penser à ce passage d'Édouard Louis que j'apprécie par ailleurs, mais chez Léa Salamé, elle lui avait dit finalement, elle lui a dit, mais elle est accueillante, la bourgeoisie. Comme si c'était, et je me disais, putain, si finalement ça sert à ça, à légitimer le fait que la bourgeoisie, en fait, elle a quand même ce bon goût de sélectionner quelques talents parmi les masses populaires et de les faire monter au firmament, c'est complètement déprimant. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter là-dessus, quoi. Mais justement, est-ce que c'est pas comme ça que la bourgeoisie, elle entretient ce mythe de la méritocratie, en laissant passer quelques-uns et justement pour perpétuer en fait ce qui ressemblerait presque à un acte de foi finalement, de croire en la méritocratie, que finalement c'est par le travail que en tant que pauvre on peut réussir. Oui, c'est un peu comme le Ah, loto, hein. et Pardon. évidemment, parce que le truc, c'est que ça marche mieux que l'aristocratie. L'aristocratie, on sait très bien que, bon, si tu te maries pas, il y a encore, avec tout, tout le feuilleton dont je n'ai pas souscrit, mais j'apprends beaucoup trop de trucs que je ne suis pas d'accord, Meghan et Harry, c'est que à moins de rentrer dans la famille, tu ne seras jamais un aristocrate, alors que tout le monde peut potentiellement devenir un bourgeois. Et c'est ça que la promesse, c'est que potentiellement, tu peux devenir un bourgeois. Et je ne sais pas si vous voyez, moi, je suis beaucoup sur TikTok, mais il y a plein comme ça s'appelle, de trends ou de culture, de la réinvention de la culture de la bourgeoisie pour les pauvres. C'est-à-dire qu'il y a une culture de la bourgeoisie destinée aux gens qui ne sont pas bourgeois pour leur faire adhérer, mais sans qu'il y ait les conditions matérielles. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de trucs autour de luxury travel, des trucs comme ça. C'est-à-dire que comment tu peux avoir des trucs de luxe, à la machin, etc. C'est-à-dire que tu as un petit goût. Comment tu peux avoir une femme de ménage. Et même le fait que l'ubérisation et le travail précaire fait que tout le monde peut maintenant, une fois par, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens de la classe moyenne et même de la bas de la classe moyenne peut 2 ou 3 fois tous les 3 mois payer quelqu'un pour faire le ménage 3 heures chez soi pour avoir un petit sens de ça. Donc, il y a tout un pôle de propositions commerciales, de propositions du capitalisme qui est destiné à vous donner comme si une petite parfum de bourgeois que vous pouvez porter sans être bourgeois ou une illusion de ça. Et la bourgeoisie permet ça, alors que la bourgeoisie, comme l'aristocratie, enfin, c'est pas parce que tu as juste de l'argent que tu peux y rentrer dedans. C'est-à-dire, tu peux être riche, mais c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux rentrer dedans. Et c'est les récits de beaucoup de personnes. Et c'est ce qu'on voit là, Xavier Niel et sa femme, là, qui est ça, et qui il n'était pas accepté par sa famille, même si quand il était super riche et que c'est Xavier Niel, etc. Donc voilà, il y a un récit sur ça. C'est-à-dire la bourgeoisie, parce que ça va avec la méritocratie et parce qu'elle se voit comme reconnaissant le talent, le machin, le travail dur, ne peut pas admettre que, en fait, non, ça marche comme l'aristocratie, juste que, contrairement à l'aristocratie, ils ont pas ils ont comment ça s'appelle, un discours sur le travail, un discours sur la dureté du travail, voilà, ils n'ont pas ce discours où ils cachent le côté oisif de ça pour avoir quelque chose de plus un ascétisme d'apparence, mais il y a ça qui est vendu et quand vous passez du temps sur LinkedIn, je pense que LinkedIn est l'endroit le plus fascinant pour moi en tant que sociologue pour regarder les posts de personnes qui sont à des positions, c'est-à-dire en tant que salariés, c'est des prolétaires, défendre corps et âme corps et âme ça et être entrepreneur, ça, les gens qui sont dans l'investissement locatif
ok, tous les trucs comme ça, mais aussi des discours qui sont marketés pour les marges, c'est-à-dire pour la banlieue, c'est-à-dire qu'on va tous s'en sortir. Et on voit que ces discours, ils sont marketés, mais ils sont marketés en forme de classe, de race, c'est-à-dire qu'ils sont marketés pour la banlieue, mais ils sont marketés aussi en forme de genre. C'est-à-dire que ce qu'on propose aux hommes de classe populaire pour réhabiliter leur masculinité, c'est la potentialité qu'ils puissent devenir millionnaires. C'est pas la potentialité de créer une communauté, de se battre pour machin, etc. Non, c'est la possibilité que tu peux devenir millionnaire. Si tu deviens millionnaire, tu es un boss, donc tu peux gérer des trucs. Donc, il y a vraiment tous ces trucs. Donc, le capitaliste, il a ses parfums pour tout le monde. Un petit parfum travel luxury, tu peux aller tu peux avoir des points pour être dans le lounge, un petit parfum genre, toi aussi tu peux être un boss, Winamax, un petit parfum LinkedIn, startup, tu pourras raconter ton storytelling et avoir ton TEDx, et un petit parfum, oh, si t'es pas trop sur l'argent ou sur l'argent, c'est pas trop ton truc, ben, tu pourras être un transfuge de classe et, je sais pas moi, faire des films et être invité comme un intellectuel, comme Bourdieu à son époque. Donc, il y a un parfum pour tout le monde. Et c'est la force du néolibéralisme, c'est-à-dire que tout peut être un produit et tout est transformable en produit et tout est à destination d'être consommé. Et si c'est pas consommé, intervient le capitalisme de surveillance et militarisé de la police qui s'assure que, qu'on le veuille ou non, le chemin est le même pour tout le monde. Merci Fania. On aime... Nicolas, tu voulais peut-être réagir parce que vous avez parlé en même temps et je crois qu'elle n'avait pas entendu. Donc, si tu voulais réagir ou bien je peux poser une autre question. Écoute, j'avais, oui, peut-être, alors peut-être que j'anticipe sur les questions suivantes, mais juste du coup, Fania a très bien décrit la situation, et moi je dirais que c'est d'autant plus fort qu'il n'y a pas vraiment d'alternative proposée sur le plan individuel aux gens. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du mouvement ouvrier, en fait, dans ses débuts au 19e siècle, au début du 20e, donc quand il était vraiment le plus subversif, c'est-à-dire qu'il proposait aux gens des repères notamment moraux, assumés comme tels, complètement différents de ceux de la bourgeoisie. C'est-à-dire il y avait vraiment une critique quand vous lisez les bouquins d'Émile Pouget, par exemple, qui était un secrétaire de la CGT au tout début du XXe siècle. Lui, il prônait vraiment une morale de classe. Et cette morale de classe, c'était être contre la morale du travail à tout prix bourgeoise, mais aussi contre la morale de la réussite, contre l'idée qu'il fallait dominer d'autres gens pour être bien. Vraiment, la solidarité et collectif avant tout. Et donc, c'était ça permettait aux gens d'avoir en fait un autre storytelling. Voilà, ce serait quoi d'avoir un storytelling ouvrier, anticapitaliste? Moi, je dirais celui de la classe laborieuse qui valorise autre chose. Et ça, je pense que c'est pas tout à fait proposé. Et même à gauche, finalement, voilà, on propose aux gens des meilleures conditions de vie pour qu'ils puissent mener le game du capitalisme, mais pas forcément de se mettre en rupture. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais, Fania, sur la méritocratie. En fait, on va proposer, on va dire, comment faire en sorte pour que l'école ne reproduise plus les inégalités sociales et donne à chacun sa chance. Bah, cet énoncé, en fait, il est ultra-libéral, dans le fond. Enfin, bien sûr, les bourgeois n'en veulent pas parce qu'ils veulent pas vraiment que chacun ait sa chance, mais ils sont tout à fait d'accord avec cette idée. Ils trouvent ça chouette. Alors que l'idée, moi, c'est plus, c'est pas donner à chacun les chances de devenir patron, c'est qu'il n'y ait plus de patron, quoi. Voilà. Et ça, je pense, c'est un discours qui est pas encore assez présent, ce qui explique la force du discours que tu décris, Fania. Ouais. Ben, d'ailleurs, tu as répondu à la question que je voulais poser, c'est-à-dire comment briser justement cette dynamique. On a bien entendu ta réponse. Peut-être que Fania, tu veux compléter? Parce qu'on est quand même face à un Oh mode. non, moi je crois vraiment, enfin, je pense que c'est ça le problème, justement, c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce problème-là, c'est de proposer un truc individuel aux gens, parce que le truc, c'est que, bon, les gens, on est tous là comme dans Hunger Games, à peu près, dans un jeu dont on ne veut pas participer, mais il faut jouer certaines règles du jeu pour pouvoir payer son loyer, parce qu'il y a des gens auxquels on tient, parce qu'on aime bien voir nos potes, les gens de notre famille. Donc, il faut jouer une partie. Et après, il y a des gens qui font des choix de jouer une partie, mais éthiquement, c'est pas possible. Il y a des gens qui adhèrent à ça. Et les réponses qu'on peut avoir, c'est les réponses collectives. Moi, je pense que même que l'école, comme endroit de reproduction, ce qui se passe le plus intéressant à l'école et surtout au collège et au lycée, comme dirait Bell Hooks, que les salles de classe, c'est des lieux qui peuvent radicaliser la conscience poétique, et c'est des lieux qui peuvent être extrêmement fertiles. Ce qui se passe le plus intéressant, c'est quand il y a des grèves.
c'est quand il y a des mouvements sociaux. Ça veut dire que, bien sûr, le programme, Princesse de Clèves, les suites, tout ça, mais être au lycée et la façon dont, je ne sais pas si vous vous rappelez, la mobilisation contre le CPE, par exemple, a permis à la formation accélérée, la radicalisation de la conscience politique d'une génération de personnes qui ensuite sont rentrées à l'université. Ensuite, il y a eu d'autres mobilisations. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que les enseignants, même si les profs de lycée, de collège, etc., les enquêtes montrent qu'ils sont un peu conservateurs et deviennent de plus en plus conservateurs. Il y a une partie qui devient un peu conservatrice là. Quand ils se mobilisent, quand ils font grève, quand ils expliquent pourquoi ils font grève, c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est vraiment quelque chose qui change l'école. Et moi, je prends mon exemple là. Dans l'université dans laquelle je suis, il y avait une grève qui a duré 8 semaines. C'est la plus longue grève des vacataires à l'université de l'histoire des États-Unis. Donc, elle a duré 8 semaines et à l'aboutissement des 8 semaines, évidemment, ils ont gagné parce que l'université où le président est payé plus d'1 million de dollars par an, mais que les gens qui font les cours les vacataires, ceux qui ne sont pas titulaires, ne sont pas bien payés. Ils ont gagné, mais après ça, il y a une occupation des étudiants, c'est-à-dire les étudiants qui sont des étudiants qui payent 60 000 dollars l'année en moyenne, qui sont des étudiants des Trust Fund Kids, c'est-à-dire qu'en général, leurs parents sont assez riches, occupent jusqu'à présent l'université, occupent The New School et ont créé un collectif pour écouter The New School, pour réfléchir à comment être une université ouverte, comment créer des conférences qui sont ouvertes aux gens qui ne sont pas à l'université, comment augmenter le nombre de personnes justement qui viennent de milieux populaires, etc. Et ça, c'est 8 semaines de grève qui fait ça. La transformation de la conscience politique d'un groupe. Et c'est pour ça que je crois en la grève, en la mobilisation, au syndicalisme. Je crois aussi au syndicalisme, mais je ne suis pas aveugle au syndicat. Je pense que les syndicats en France ont quelques problèmes, et des gros problèmes, surtout sur le racisme et le sexisme, mais je crois à la mobilisation. Je crois à la grève comme outil de transformation des consciences politiques collectives et pas individuelles. Et j'y crois d'autant plus que j'ai vu ça en action, par exemple, aux États-Unis. En ce moment, ils sont en train de virer plein de gens de la tech, ce qu'on nous présentait comme l'Eldorado. Tout le monde devait faire de la tech, c'est génial, faites des diplômes. Donc là, il y a plein d'entreprises qui sont en train de licencier des gens. Ils vont venir en Europe licencier aussi des gens. Les gens Slack licencient parce que c'est la crise. Et vous avez des mobilisations, des personnes qui n'ont jamais fait de la grève, qui sont ils sont conservateurs, néolibéraux, quand on veut, on peut, qui voient qu'ils perdent leur salaire à 300 000 dollars l'année et qui sont syndiqués. Donc, ils apprennent c'est quoi le syndicat, c'est quoi la relation au travail, à dire pourquoi les actionnaires ont plus d'argent qu'eux, même si c'est des gens, vraiment, c'est une catégorie, ça va être le top du salarié, parce que 300 000 dollars, 400 000 de salaire, et ça transforme des gens, ça transforme leur relation au salariat, leur relation à l'idéologie. Donc, je pense que ça, c'est important. Pousser ça, parce que en forgeant, on devient forgeron, donc voilà. Peut-être que Nicolas, tu avais un truc à Merci rajouter. beaucoup. Donc, en fait, il y a de l'espoir de voir la fin de la méritocratie proche. On est d'accord sur ça. Bon, comme il y a moins de travail et il y a l'inflation, je pense que face à des steaks qui coûtent 18 €, je pense que là, il y a un article du New York Times qui dit que d'habitude, les républicains investissent sur le fait, les conservateurs, que plus on vieillit, plus on devient conservateur, mais les millennials sont la première génération qui en vieillissant, on devient de plus en plus à gauche. Et je pense que le prix des œufs, du lait et du steak fait que tout le monde relativise à peu près cette affaire. Donc, l'inflation aussi, ça permet de radicaliser la conscience politique de tout un chacun. C'est ça. Siam, t'es là, tu nous entends? Oui, moi je vous entends, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfait, on t'entend. Ok, super. Je crois que T'avais j'ai d'autres bugué. non, Ouais, t'avais non, d'autres questions? oui.
peut-être juste sur, parce qu'on est passé un peu rapidement, mais quand je buguais sur, les images dont on vous parlait, les tweets et puis ça fait écho avec ce que tu disais à un moment, Fania, alors on va juste les rediffuser. Notamment, bah, ça nous permettra un peu de revenir sur le concept de alors il y a ce mème qu'on a, réalisé en reprenant un peu un mème qui circule, en anglais. C'est-à-dire, voilà, c'est pauvre, en tout cas c'est travailleurs, c'est salariés qui viennent prendre la défense, corps et âme quoi des ultra riches. C'est de ce dont tu nous parlais, Fania tout à l'heure et peut-être je vous poserai la question de pourquoi. En fait, c'était un peu ça, la question, Mmh. c'est de pourquoi cette, défense bénévole des ultra riches alors même que, voilà, c'est ce que disait Fania tout à l'heure, ce sont des personnes qui sont en situation de salariat en fait, qui n'auront jamais jamais, jamais la fortune, je veux dire collectivement, de ces familles, de ces ultra riches, de ceux que tu appelles, Nicolas, les parasites et on y reviendra. Et pareil sur ce tweet, donc quelqu'un qui nous explique, qui nous dit, mais elle a 47 ans, un master PGE, plus elle a fait la LSE, 24 ans d'expérience au sein du groupe, connaît les rouages et les enjeux, a inéluctablement contribué à la hausse fulgurante de la fortune familiale, mais ça sort des ah ah, ah ah, filles de milliardaires. Et ensuite, il y a l'accusation qui vise les darons. Voilà, en gros, en fait, c'est de la faute de votre père, si vous c'est de la faute de vos pères. Si vous êtes, pauvres, vos darons, ils avaient, qu'à travailler. Bon, c'est pas Ah pour ouais. revenir sur le cas, individuel, mais plus pour poser la question de: est-ce que finalement, c'est le mythe de la méritocratie, le mythe de l'entrepreneuriat, le mythe, de la propriété, en fait? Voilà, tous ces mythes qui, favorisent, et préservent le système capitaliste. Est-ce que c'est ça qui fait que il y a tant de bénévoles pauvres au service Mmh. des riches? Euh, Moi, je dirais qu'il y a quand même un gros truc qui n'est pas suffisamment traité, c'est le mythe de la compétence, dont tu as parlé et qui se traduit par exemple, le fait d'énumérer ces titres de diplôme. Bon, même si ça ne sert à rien, parce que les enfants de riches, de toute façon, ils peuvent même s'acheter des diplômes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enfant de riche qui a pas de bac, enfin, c'est faux, mais admettons. Il y a vraiment cette idée que les riches sont compétents, et je pense que ça vient du fait qu'en réalité, toute une partie de la population ne connaît pas assez les riches. Et en même temps, on n'a pas trop l'occasion de les connaître parce qu'il y a un séparatisme culturel et social tel qui fait qu'on n'a pas l'occasion de les croiser. Et moi, je pense que on n'a pas assez, enfin, les organisations syndicales et les organisations politiques devraient apprendre aux gens le mépris de classe, mais inversé. C'est-à-dire qu'on devrait apprendre à mépriser davantage la classe bourgeoise. Et je pense que pour ça, il faut s'intéresser un peu à eux. Et je pense qu'en fait, les gens se trompent un peu sur eux. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Enfin, je me suis vraiment rendu compte de ça. Dans un des métiers que je fais, c'est d'être expert pour les comités socio-économiques. Donc, les représentants du personnel en France, ils ont le droit de faire appel à des experts pour expertiser notamment des projets de réorganisation qui va créer des licenciements, etc. Donc, moi, je fais ça. J'ai fait ça à temps plein, puis maintenant, je fais ça à freelance. Et dans le cadre de ce boulot, en fait, notre méthodologie, c'est de rencontrer les salariés, mais aussi d'avoir la version de la direction. Donc moi, c'est intéressant parce que du coup, j'ai des heures d'entretien avec des cadres dirigeants, parfois des PDG, etc., de filiales, le plus souvent c'est de filiales, hein, de groupes, mais même des patrons de PME, etc. Et moi, je suis toujours sidéré de voir le degré enfin justement, d'incompétence, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les grands patrons bien payés, c'est une sorte de mercato, ils ont une sorte de réputation et les entreprises se les échangent pour envoyer des signaux à leur conseil d'administration et leurs actionnaires. Mais ce pas du tout des gens qui ont une capacité opérationnelle, parce que ces entreprises, elles sont tellement pyramidales que le type qui est au sommet, il a aucune idée de comment ça se passe réellement. C'est des gens, ils passent d'une filiale à l'autre de leur groupe, mais vraiment concrètement, ce que font les gens, ils le savent pas du tout. Et je m'en rends vraiment compte dans les entretiens quand on leur demande qu'est-ce que font concrètement les gens, qui est quand même normalement une question normale quand vous prenez des décisions de délocalisation ou de réorganisation, vous êtes censé savoir ça. En fait, ils en savent rien la plupart du temps. Donc je pense qu'il faut vraiment réapprendre le mépris de classe envers les bourgeois, vraiment se dire non, cette nana là, elle n'a pas du tout dû contribuer à l'augmentation de la richesse. Enfin, c'est n'importe quoi. LVMH, c'est un groupe avec des milliers de personnes. C'est les gens qui ont fait ça. Enfin, à la limite, il y a peut-être quelques gens qui ont eu des bonnes idées parmi le staff dirigeant, mais encore, même pas. Les têtes de groupe, c'est des gens qui contrôlent des grands flux financiers, qui sont des bons storytellers, qui sont capables de tenir un discours sur les grandes perspectives d'avenir, etc., à long terme, mais c'est pas des gens compétents. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve fou, c'est en France, comment même les patrons qui font couler complètement des boîtes, genre les patrons de Renault, etc., ils se barrent quand même avec des centaines de milliers d'euros, voire des millions, hein. En fait,
on n'essaie jamais de voir qu'est-ce qu'ils apportent réellement, ces gens. En fait, le plus souvent, ils apportent rien. Ce qui fait tenir une structure, c'est ceux qui les travaillent, c'est pas ceux qui les dirigent. Et ça, je pense, les gens n'en sont pas encore assez convaincus. Enfin, moi, il me semble, quoi. Ils ont encore l'impression que c'est des sortes de dieux bienveillants, qui ont une capacité, qui sont des visionnaires. On entend ça tout le temps, mais pareil, hein, quand on regarde la bio de ces gens, à aucun moment ça a été des visionnaires. À la limite, ça a été des gens un peu truands, qui ont su saisir la balle au bon à certains moments, qui ont utilisé leurs contacts politiques pour avoir la bonne entreprise privatisée au bon moment, mais c'est pas des visionnaires qui ont créé les trucs. Donc je pense que faut arrêter de voir les bourgeois comme des sortes d'artistes ou des gens très compétents. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser à leur éducation réelle. Et je pense qu'il faut arrêter aussi d'encenser, par exemple, en France, les grandes écoles. Il y a plein de gens qui ont fait les grandes écoles qui vont vous dire, en fait, les grandes écoles, l'important, c'est d'y être. C'est pas ce qu'on enseigne. C'est le réseau qu'on s'y fait. C'est pas les cours qu'on a. En fait, ils valent pas, d'ailleurs, en termes de qualité, beaucoup plus que certains cours à l'université. C'est juste que, par contre, vous êtes super encadré, vous avez les week-ends d'intégration qui vont bien, le machin, le truc, le prestige, le réseau d'anciens, etc. C'est ça qu'on vous offre. C'est pas la compétence, voilà. C'est c'est la légitimité, mais c'est pas, c'est l'apparence de l'intelligence. C'est pas l'intelligence. Et ça, je pense, qu'il faut vraiment le dire et le répéter. Et comme les gens ne connaissent pas assez ces gens et que surtout ils ont accès qu'à leur biographie officielle et à toute une presse aux ordres, parce que on parle de la presse mainstream, mais la presse économique, elle est contrôlée par ses propres milliardaires. Si vous prenez Les Échos, qui est en fait le seul quotidien économique en France, il appartient justement à Bernard Arnault. Et Challenge, c'est pareil, ça appartient à des grands groupes. Donc en fait, les types contrôlent complètement la seule presse qui parle d'eux. Et quand c'est la presse mainstream, on va dire Le Monde, etc., qui fait des portraits de patrons, moi je suis toujours sidéré. Enfin, il n'y a rien de plus partiaux que les portraits de patrons. C'est toujours, ils ont des fêlures, la mort de leur mère les a beaucoup traumatisés. Enfin, il y a tout un storytelling de genre grandeur et fragilité. Enfin, on connaît ça par cœur. Si vous regardez Quotidien, il n'invite l'émission d'Yann Barthès, il n'invite que des patrons, jamais de syndicalistes. Et quand les patrons viennent, ils font toujours genre vous êtes un mec super sympa, vous pouvez réparer ma box quand c'est le patron d'Orange. Pensez bien, le patron d'Orange, il a aucune idée de comment on peut réparer une box. Enfin, en fait, on parle beaucoup du problème médiatique au sens large, mais il y a un problème médiatique sur notre traitement du patronat en France. Et qui explique aussi cette idée qui serait des sortes d'anges qui nous comblent de leurs bienfaits par leur intelligence suprême. Alors que souvent, en fait, c'est juste des gros héritiers qui n'ont pas grand-chose dans le crâne, qui n'ont aucune idée de ce que font concrètement les gens qui travaillent dans une usine. Aucune idée, vraiment. Mais Nicolas, sur ce que tu disais, je pense que, pas pour tirer un lien, parce que je vois qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui parle de comment ça s'appelle, on va parler Elon Musk et que les patrons, etc., ils ont du talent, etc. Et ce que Nicolas disait, c'est qu'on les connaît pas assez. Mais moi, je pense que il y a un changement culturel qui s'est fait, qui n'était pas souhaité, qui n'était pas prévu, mais ça arrive parfois, avec les réseaux sociaux. Et je pense que c'est pour ça que Elon Musk et tous les gens qui le financent, que ce soit en Arabie Saoudite, aux États-Unis, qui le soutiennent dans l'extrême droite américain, etc., sont pour le démantèlement de Twitter à cause du changement culturel qui s'est fait, parce que ces dernières années, on a eu une proximité qu'on n'a jamais eue avec les gens qui sont riches, parce qu'ils ont parlé. C'est-à-dire qu'il y a la façon dont Twitter, les réseaux sociaux nous ont donné accès à ces gens qui, avant qu'on ne rencontrait, je pense que c'est une scholar, une Black Feminist scholar en Cultural Studies, qui dit ça, la façon dont on les voyait que dans des magazines, c'est-à-dire tu veux les voir dans Gala. Et là, des gens qui sont extrêmement riches, que ce soit à Kanye West ou vous pensez à Elon Musk ou à plein de gens riches, célèbres, des patrons d'industrie, même Jeff Bezos la dernière fois, qui s'est fait ramasser parce qu'il disait il faut montrer du respect à la mort de la reine Elisabeth. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ces dernières années où tous ces gens, non contents d'être riches, voulaient aussi être aimés. Mais voulaient aussi être aimés en montrant sur la place publique les fantasmes et dans leur petit réseau où tout le monde leur dit qu'ils sont extraordinaires, c'est des génies, oh mon Dieu, t'es un génie, etc. Et la façon dont des personnes comme Elon Musk sont arrivées sur Twitter en pensant qu'ils étaient géniaux, mais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas aussi riches, mais que Twitter étant un forum de pensée critique, d'antagonistes, qui avaient des conversations ou des analyses beaucoup plus fines
beaucoup plus drôle. Et même les gens qui se moquaient de lui de façon drôle, c'était aussi drôle et qui se faisaient le rationnement. Je pense que là, il y a quelque chose, et surtout, peut-être pas les boomers, peut-être pas les Gen X ou les millennials, parce que les millennials, ce sera vraiment que ceux qui sont vraiment sur Internet, qui voient ça. Mais je pense que les Gen Z, ils ont une délusion, enfin, ils sont ils sont beaucoup plus, parce qu'ils passent beaucoup plus de temps en ligne, et ils sont beaucoup plus clairs sur les riches, sur à quel point ils disent des trucs bêtes, qui sont bêtes, et que à chaque fois, pendant les Oscars, et le nombre de shitstorms qui se prennent, et je sais pas si vous vous souvenez, le truc de Léa, comment c'est pas Léa Salomé, c'est Adèle, non, l'actrice là, non, Léa Seydoux, en mode j'adore Barbès, etc. Ça veut dire ça, c'est le genre de choses qui auraient été filtrées si c'était une interview avant, etc. Ou si ça aurait été une interview, ça aurait pas été filtré, mais chacun aurait lu chez soi et aurait dit oh, mais là, ça crée du discours public. Et je pense qu'il y a un rapport différent de on ne connaît pas plus ces riches dans leur intimité, mais tout le monde est beaucoup plus clair que Elon Musk, c'est pas un génie. Tout le monde a vu que c'est pas un génie. Tout le monde qui a 2 neurones, pas les gens qui sont dans sa secte sur LinkedIn, qui pensent que c'est extraordinaire ce qu'il fait, voit que c'est pas un génie, et voit aussi le truc. Et je pense qu'il y a un autre truc, le nombre de séries Netflix, HBO sur par exemple les scams, Elizabeth Moss, le mec de WeWork, tous les trucs où tu vois des grandes entreprises, des hedge funds qui achètent des trucs qui sont totalement faux, qui ont aucun sens. Quand ils font le documentaire, on se demande mais comment autant de personnes ont pu décider et pas voir que c'était un scam? Comment vous n'avez pas pu voir que c'était carrément du vol? Et là, il vient d'avoir un nouveau scandale, toujours le même profil, blanche, elle c'est une femme blanche d'une Ivy League qui a vendu à une banque, JP Morgan, l'une des plus importantes banques américaines, une start-up pour 177 millions de dollars, et après ils se sont rendus compte qu'en fait qu'elle avait créé 5 millions de faux comptes, alors que tous les faux comptes qu'elle avait créés, ça aurait été très facile de vérifier que c'était des faux comptes en envoyant des emails avant de lui donner l'argent. Et tous les gens qui ont décidé de ça, le patron de JP Morgan, etc., ils vont pas se faire virer. Donc, quand quelqu'un dit oui, ils se font virer par les actionnaires, non. Ils se font virer par les actionnaires quand ils font perdre trop d'argent aux actionnaires et que c'est pas récupérable. Mais la plupart des gens qui ont fait la bulle, les subprimes, ils ne sont pas fait virer, ils ont juste changé de place. Il y a eu quelques personnes qui se sont fait couper la tête parce que il fallait sacrifier des gens, mais ils ne se sont pas fait virer. Par exemple, le monsieur de WeWork, il est parti avec près d'1 milliard, et là, il vient de rouvrir une autre entreprise avec certains des financeurs de la première entreprise où il y a eu le magnifique documentaire. Donc, je pense qu'il y a ça. Je pense que ce qui se joue aussi, il y a une sorte de revanche que les millionnaires veulent se prendre, les riches et les bourgeoisies veulent prendre une revanche. Et je pense qu'on voit bien ça dans les macronistes. C'est-à-dire, ils détestent les pauvres, ils se croient moralement supérieurs, et ils détestent le fait qu'il y a des espaces de contestation où on peut avoir des contestations de narrative, et on peut voir la crispation qu'ils ont sur le fait, mais comment vous osez nous parler comme ça, vous pauvres gueux. Et je pense que Elon Musk, c'est ce qu'il a, et c'est pour ça qu'il voulait absolument acheter Twitter, et pour le rendre invivable, pour conforter l'illusion que ses proches ou les gens comme lui disent que c'est un génie, alors que is not. Tu as répondu, il y avait une question tout à l'heure, et n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on va pas tarder à libérer nos invités, donc c'est le moment de poser des questions si vous en avez. Et ça répond à une question que j'ai vue passer tout à l'heure qui disait, enfin, tu y as répondu, mais juste je la repose au cas où vous voudriez ajouter quelque chose, qui disait: est-ce que justement les réseaux sociaux, avec les nouvelles narrations, les nouvelles formes d'usage, mais aussi avec ces nouvelles personnalités, les influenceurs, etc., est-ce que ça ne reconfigure pas le storytelling de la méritocratie, de la réussite, et vous voyez une sorte d'histoire rénovée en fait, visant à protéger le système capitaliste et puis à vendre du rêve, quoi. C'est tout le monde peut réussir, on peut devenir comme ça star du jour au lendemain.
tu places le produit, tu es le produit, tu peux sortir de la misère, quoi. Voilà, il suffit de ça. C'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a différentes cultures de réseaux sociaux. Par exemple, ça, là, ce truc, c'est plus pour LinkedIn et pour une partie d'Instagram. Ce truc de t'es influenceur, tu peux machin, etc., c'est plus LinkedIn et Instagram. Mais, par exemple, Twitter et TikTok, c'est différent. Même si sur TikTok, on va trouver des gens qui font « Oh, suivez mon lifestyle, comment faire machin, etc. » Le fait que sur TikTok, il y a vraiment une culture de l'incrédulité et des archives. Et je pense que c'est ce que la différence avec LinkedIn et Instagram. Ce qui se passe sur Twitter et TikTok, c'est que ça marche vraiment comme des time capsules, comme des archives. Ça veut dire que les gens peuvent essayer de se renouveler, mais on va trouver tes tweets quand même. On va mettre un screenshot. Is it you? Ça veut dire qu'il y a une culture, une approche différente de ce qui est dit. C'est-à-dire que sur Twitter, le produit, c'est pas finalement toi, parce qu'il y a plein de marques qui sont sur Twitter, ils ont plein de followers, mais aucun engagement parce qu'ils disent rien. C'est la qualité de l'interaction que tu produis avec ta pensée, ce que tu dis, soit en disant des trucs vraiment super problématiques et en créant du conflit, soit en disant des choses qui créent une communauté autour de toi. Et TikTok n'est pas en compétition. C'est une créatrice qui disait ça, je pense qu'elle est à New School, à Parsons aussi. TikTok n'est pas en compétition avec Instagram, Facebook ou Twitter. TikTok est en compétition avec Netflix, avec HBO. C'est qu'on y va pour suivre des séries, suivre les mêmes personnes qui font, ceux qui ont le plus de followers, ils font le même type de contenu, épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4, et ça c'est infini. Donc, il y a une question de création. Donc, le produit, c'est pas forcément la personne, mais c'est l'histoire, la mini-série qu'elle nous propose ou à laquelle on revient à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois. Et je pense qu'il y a différentes cultures. Donc, quand les gens ils parlent les réseaux sociaux, c'est amalgamer différentes cultures générationnelles et de type, et les gens sont différents. C'est-à-dire qu'on a, normalement, quelqu'un de normal a une personnalité différente pour chaque réseau social. La personne que je suis sur dedans, Fania, rien à voir. Hein? tu te mets dedans, Fania, tu t'inclus, toi aussi, tu parles de tes personnalités différentes sur les réseaux Moi, sociaux? ma personnalité sur Facebook n'existe pas parce que j'évite. Ma personnalité sur Instagram est différente que ma personnalité sur Twitter. Ma personnalité sur Twitter est beaucoup plus confrontationnelle, mais je suis sur Twitter depuis extrêmement longtemps. C'est le réseau social, enfin, extrêmement, extrêmement longtemps. Et sur TikTok et sur LinkedIn, etc. Donc, tout le monde a une approche différente parce qu'on comprend la culture du réseau social. Donc, je pense que les réseaux sociaux ont changé un rapport à la connaissance, à la légitimité, à c'est quoi la légitimité, mais aussi au rapport aux gens, parce que sur Twitter, même si tu as un blue check et que tu es super riche, si tu dis un truc bête, tu vas te faire ratio quand même. Donc, c'est pas le plateau TV, c'est pas le plateau de Yann Barthès. Et je pense que ça change les choses. Mais Instagram, c'est un peu plus différent, donc ça marche mieux pour les influenceurs. Et que TikTok, le fait, c'est tout le monde est un créateur. Donc, tout le monde doit créer un storytelling et tout le monde peut devenir un mini Netflix. Donc, ça, c'est une autre chose différente. Donc, ça change les choses, mais quand le capitalisme crée quelque chose, il y a ce que le capitalisme veut et comme il a le pouvoir, ça arrive, mais il y a beaucoup de choses qui sont créées en marge qui n'étaient pas prévues et il faut aussi se rappeler que la plupart des technologies qu'on aime bien de l'Internet sont créées par des gens qui pensent l'Internet sur une pensée plus anarchiste et après c'est récupéré. Mais l'Internet et les communications, les plateformes comme ça sont souvent pensées sur comment on peut mettre un réseau pour échapper à autre truc. Même les crypto-monnaies, c'était pas pensé pour être ce que c'est devenu. Donc, il y a quelque chose qui perdure. Il y a un côté contestataire qui perdure
sur Internet, sur les choses qui sont faites sur Internet, sur le fait qu'il y a plein de trucs gratuits, qu'il y a des templates, qu'on se partage des fichiers, que je peux demander est-ce que quelqu'un a l'article qui est derrière un paywall de l'Express, parce que je ne vais pas donner l'argent à l'Express. Il y a quelque chose de contestataire qui perdure, même dans les tentatives d'encadrement, de surveillance qui sont faites sur ces plateformes qui servent à récolter de l'argent, créer des communautés, se faire des amis, créer des organisations politiques, etc. Et ça, c'était pas prévu. Ça, c'était définitivement pas prévu. Mais look at that. Yep. Merci Fania. Nicolas, je ne sais pas si tu as... Non, sur les réseaux sociaux, moi, je suis un média qui s'est construit uniquement grâce aux réseaux sociaux. On n'a jamais eu d'autre aide que les réseaux sociaux. Donc, et pourtant, j'ai pas un discours toujours super enthousiaste. Enfin, j'en fais pas l'alpha et l'oméga de la révolution, mais force est de constater que nous concernant, c'est ce qui nous a permis d'émerger. Je constate, oui, la gêne dont tu parles. Hein, il y avait un compte qui est toujours lieu, qui piste, par exemple, les données publiques sur les vols de jets privés des riches. Et en fait, apparemment, Bernard Arnault, plein de riches, en fait, ça les emmerde absolument parce qu'en fait, ça montre leur nullité écologique et puis même leur futilité, quoi. C'est des gens, ils font des trajets absurdes pour aller rejoindre leur résidence secondaire à la con et tout. Donc, ils n'ont aucun sens de l'intérêt général ou écologique. Et apparemment, ça leur a beaucoup posé problème. Donc oui, je pense que ça peut être potentiellement ça reste toujours un super outil. Et effectivement, du moment qu'on arrive toujours à contrecarrer un peu l'usage qu'on est censé en faire, et je trouve que tout le monde y arrive très bien. Donc, je vois pas de raison à ce que ça s'arrête. Ouais. Alors, on aurait fini sur une question qui est, du coup, comment on fait face à tout ça, face à tous les constats qu'on vient de faire, mais vous y avez plus ou moins répondu tous les deux en insistant, et on n'arrête pas de le répéter dans nos émissions, sur la nécessité de la lutte, en fait, de développement des rapports de force, de produire aussi d'autres narrations, de contrer et d'agir, quoi, vraiment sous toutes les formes de lutte. Du coup, je vais directement passer quelques questions du public. La première, l'Aristide, qui nous dit: il y a beaucoup d'œuvres de fiction ces derniers temps où les riches sont les méchants, car ils ont leur place de manière imméritée. Donc, par exemple, Joker, Glass Onions, Parasite, Get Out, etc. Comment analysez-vous cela, sachant que ce sont aussi des riches qui produisent ces films? Est-ce que c'est justement parce que c'est ce que vous disiez, il y a la volonté d'être aimé, il y a le sentiment aussi qu'ils sont de plus en plus contestés, que cette contestation est de plus en plus visible, qu'on y a de plus en plus accès. Pourquoi? Peut-être Nicolas, et puis ça rejoint aussi sur la question de peut-être parce que tu disais aussi qu'il faut inverser la question du mépris et avoir du mépris pour les riches. C'est sûrement pour ça que tu as appelé aussi ton livre Apparaître Parasite. Oui, qui est aussi une référence au film Oui. coréen qui met en scène la nullité un peu quotidienne de ces riches sur leur petit toc, etc. Donc moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait ce cinéma-là. Moi, je trouve super. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Triangle of Sadness, qui va vraiment très loin dans ce délire où on voit des riches sur un paquebot de croisière. Enfin, ils sont que navrants, ils sont que nuls. Et puis c'est très cathartique. On les voit vomir dans un bateau qui est en pleine tempête. Enfin, il y a un côté vraiment. J'ai trouvé que ça allait très loin, et peut-être que du coup, ça va de plus en plus loin, parce qu'avant, j'avais un peu l'impression qu'effectivement, dans la fiction, il y avait la figure du méchant riche versus du coup la possibilité du bon riche. Hein. Donc effectivement, Batman, c'est un peu le bon riche, c'est un milliardaire. Puis il décide du coup de devenir un justicier, bon, toujours plutôt que d'investir sa fortune dans des services publics par ailleurs. Mais il y avait un peu ça, je dirais, dans les années 90, il y avait un peu le riche un peu vulgos versus le riche qui a bon goût, par exemple, et qui est sympa avec ses domestiques. Et là, j'ai l'impression que plus ça va, plus on a un cinéma où tous les riches sont des enfoirés, mais parce qu'aussi, tout le monde se radicalise, parce qu'il va y avoir une nécessité aussi vitale à éliminer la classe des riches en tant que classe. Hein, c'est pas les éliminer physiquement, c'est simplement mettre fin à leur règne, parce qu'aussi je pense que ça contribue aussi à la radicalisation du discours contre les riches, et que c'est des gens qui ont une action et un mode de vie, mais surtout une action profondément destructrice pour notre habitat. Donc peut-être que ça stimule ces gestes cinématographiques qui sont de plus en plus radicaux et qui sont effectivement applaudis par des gens assez riches aussi. Ça, je sais jamais trop qu'en penser. J'imagine que les riches qui regardent ces films, ils disent toujours « Oui, mais moi, je suis différent. Là, c'est du riche vulgaire. Moi, je suis un riche qui a bon goût, qui investit dans l'art contemporain. » Peut-être qu'ils se disent ça. En attendant, pour nous, c'est vachement bien d'avoir ces rôles de riches négatifs au cinéma. Et je pense qu'il en faudrait plus, en fait.
Moi, je pense, parce que comme c'est mon domaine, les cultural studies, et que j'enseigne aussi le cinéma, enfin race et genre au cinéma, surtout euh, dans la science-fiction. Il y a une sociologue, une professeure en sociologie dans le département, la chaire de département, elle fait sa recherche sur les riches qui choisissent d'être un peu traîtres à leur race, traîtres à leur classe, pardon. Mais je pense pas que ce qui joue là, c'est qu'en fait, il faut voir les riches et vu l'accélération du capitalisme et du néolibéralisme, c'est que la classe des riches, le fossé qui s'est creusé, je ne sais pas si vous regardez Succession, entre les riches, les pauvres des riches et les riches riches est énorme. C'est-à-dire entre quelqu'un qui est millionnaire, en fait, entre quelqu'un comme James Cameron et quelqu'un comme Jeff Bezos, le fossé est énorme parce qu'on se rend pas, enfin, je pense qu'il faut se rendre compte, c'est quoi milliard? Milliard, c'est pas 1 million. Milliard, c'est qu'on arrive à 900, au-delà de 999 millions. C'est énorme. Et là, on parle de plusieurs milliards. Donc, dans la catégorie riche, là, dans ces 1%, il y a un fossé qui s'est créé avec les autres, les 001, c'est-à-dire tous les milliardaires, etc. Et les gens qui font ces films, en fait, ce sont des riches par le salariat. C'est-à-dire que les créateurs qui font ces films, les réalisateurs, les gens qui sont dans la room, c'est les gens qui ont le plus de proximité avec les riches parce qu'ils sont dans les industries culturelles et créatives, etc., qu'ils ont des moyens, c'est-à-dire qu'on va avec des qu'on appelle net worth dans les millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, ils habitent à Los Angeles, ils peuvent envoyer leurs enfants parfois dans les mêmes écoles, surtout s'ils sont blancs. Il ne faut jamais oublier que le Rihanna, son voisin, c'était un dentiste. C'est-à-dire que, surtout s'ils sont blancs, c'est-à-dire que leurs écoles vont aller dans les mêmes écoles que les enfants de LeBron James, par exemple, ou d'autres super riches. Mais ils vont pas être aussi riches que les gens qui possèdent les hedge funds. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un comme Kim Kardashian, par exemple, si elle s'éloigne plus, elle avait une marque, etc., elle fait beaucoup d'argent comme ça, mais ce qui va lui permettre, enfin, ce qu'elle essaye de faire pour lui permettre de rentrer dans le club des super riches, c'est d'aller sur les venture capital, c'est-à-dire sur l'investissement, gérer de l'argent qui investit dans des entreprises où tu récupères le plus d'argent. Donc, le fossé qui fait ça, c'est que tous les riches dont on parle, les réalisateurs, les gens dans les industries créatives, on va mettre aussi les basketteurs, les footballeurs, à part les top, ceux qui ont une marque, ou les acteurs, ils sont dans les pauvres des riches, mais ils ont un capital sympathie, un capital de célébrité que les PDG des entreprises, dont vous ne connaissez pas le visage, ils ont pas ça, mais ils ont beaucoup plus d'argent. Donc, c'est eux qui font les films, c'est eux qui font le contenu. Et ce qui se passe, et moi, je vous dis, je mets vraiment en lien avec ce qui se passe sur Twitter et TikTok, c'est une génération qui a vu tous les tweets que des gens riches, célèbres ont fait et qui sont bêtes et qui ont produit ça. Et comme Nicolas disait, c'est qu'avant, il y avait un truc, oh, le gentil riche, le méchant riche. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fin dans le fait que de voir la désillusion dans laquelle ils vivent et de voir aussi, par exemple, si vous regardez une série comme Succession, White Lotus ou le Glass Onion, c'est le fait que les riches qui se pensent les meilleures personnes sont souvent les pires. Et ça, c'est assez extraordinaire de finesse, c'est vraiment, vraiment bien analysé. Et dans Succession, on se rend compte de ça. Et dans Succession, on se rend compte que la plupart des gens, ils sont bêtes. Il y a une scène extraordinaire où lui, le PDG, etc., il fait une bande d'hommes qui sont riches se mettre à quatre pattes et les traite comme sans aucune dignité, et ils le font. Et je pense que c'est assez intéressant ce qui est produit. C'est pas les traiter comme des méchants, mais plus voir ce qui est produit, c'est pas les riches et les méchants, mais plus voir que la classe bourgeoise vit dans une désillusion complètement tellement déconnectée de la réalité du monde, mais de qui ils sont
et des rapports sociaux que ça fait peur. Et ce à quoi ça fait le plus penser, c'est The Hunger Games, Panem, là où il y a tous les gens riches qui habitent. Vous voyez, si vous regardez Hunger Games, ils font des chirurgies où ils ressemblent à des chats, des tigres, etc. Mais c'est ça que ça ressemble. C'est à la propre désillusion, et quand la désillusion devient un système clos en lui-même. Et je pense que c'est extrêmement intéressant, et c'est pour ça que tous ces créateurs, c'est eux qui se font virer, et il y en a beaucoup, à part celui que vous connaissez, les réalisateurs, les gens qui sont dans les rooms, qui écrivent, parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont pas riches, ils habitent à Los Angeles où c'est horrible de se loger, et dès qu'il y a un problème, Netflix vient d'en virer vraiment plein. Et dès qu'il y a un problème, ils sont virés. Et ils sont virés de manière intermittent du spectacle, quoi. Et ça, c'est terrible. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ça. Et je pense que plus on va avoir des Gen Z et des plus jeunes, plus on va avoir des choses d'aussi bonne qualité sur la désillusion. Et je crois que c'est ça, c'est que plus on va aller et plus on va voir la crise, le fossé entre les pauvres des riches et les super riches va tellement se creuser que les pauvres des riches, en fait, techniquement, c'est les salariés vont devenir les salariés et les employés des super riches, quoi. Merci beaucoup, Fania. On a une autre question des auditeurs, enfin d'un auditeur qui revient sur la question de l'école et qui pose comme question: comment développer un système éducatif qui ne porte pas en germe une idéologie méritocratique? Vaste question, vous avez 4 heures. Je vais répondre à cette question. Après, moi, je vais devoir pas tarder parce que j'ai des obligations. Mais en fait, alors, c'est une question compliquée, mais je pense que, en fait, on peut revenir à un système méritocratique. Il attribue des vertus à certains types de connaissances plutôt qu'à d'autres. Par exemple, il hiérarchise des savoir-faire. Par exemple, il va dévaloriser le travail manuel au détriment du travail intellectuel. Je dis bien du dit travail manuel, parce qu'en réalité, il n'y a pas de travail purement manuel, tout travail est intellectuel. Il va faire des hiérarchies comme ça entre ce qui est noble, ce qui est pas noble, entre ce qui est prestigieux, dominer les autres, et ce qui ne l'est pas, être exécutant, par exemple. Et ça, je pense que ces hiérarchies, on peut complètement les revoir. Et d'ailleurs, Marx, quand il parlait du système éducatif, c'était aussi mettre... tout comme plein de marxistes, hein, c'était aussi mettre à bas déjà cette division entre travail manuel et travail intellectuel, parce que c'est aussi les travailleurs intellectuels s'accaparent petit à petit et la mesure des choses et la mesure des richesses, et donc du coup les richesses. Donc c'est un peu rompre avec ça, je pense que ça serait une première chose. Puis ça donnerait un système éducatif assez passionnant où voilà, les gens ils apprendraient à faire des choses de leurs mains, où vraiment toutes les possibilités seraient ouvertes par rapport à ce que les gens veulent vraiment faire, parce que ça existe que dans l'autre sens. D'ailleurs, c'est très médiatisé, hein, à quelqu'un qui a fait une école de commerce et qui finalement décide de devenir charpentier ou ébéniste parce qu'en fait, il s'est rendu compte que c'était ça qu'il aimait faire. Bon, bah, c'est du temps perdu pour lui aussi. Je pense déjà on pourrait changer ça. Et puis bon, avant tout, moi, je pense qu'il faut pas trop... Enfin, le système éducatif, il succède à une structure sociale. Donc en fait, il faut d'abord changer la structure de classe pour pouvoir changer le système éducatif. J'ai l'impression, notamment à gauche, mais peut-être parce que c'est un milieu composé beaucoup d'enseignants ou d'étudiants, on dit toujours c'est l'éducation qui va changer le monde. Moi, je pense que le système éducatif, il correspond au type de société qu'on veut mettre en place. Là, on a un système éducatif qui est cohérent avec le type de société dans lequel on est. Donc, il faut d'abord changer la société et ensuite, on pourra trouver le système éducatif qui correspond à ses besoins. Voilà, ça, c'est aussi un autre élément de réponse. Tout à fait d'accord avec Nicolas. Je pense que le système éducatif actuel, il produit ce dont il a besoin, et ce dont il a besoin, c'est de la main-d'œuvre. De main-d'œuvre et de travailleurs. Et quand je dis main-d'œuvre et travailleurs, on pense aux ouvriers, aux employés, mais je pense qu'il a aussi besoin de travailleurs intellectuels, de libraires, parce que les riches, et surtout dans un pays comme la France, où l'État subventionne le mode de vie de la bourgeoisie, avec tout l'investissement dans la culture, où ils font en sorte qu'en fait, il n'y a que les bourgeois qui habitent à Paris qui peuvent en profiter au maximum, des trucs, des tarifs réduits, etc., vu que les autres qui habitent à Paris ne peuvent pas en profiter autant, et qu'on ne met pas autant
dans des lieux culturels en dehors de Paris, mais ça, c'est un autre débat, qui produisent déjà, des gens qui font des études, juste assez, pas trop, pour pour être dans ces institutions, pour être les profs, les tuteurs, les enseignants de leurs enfants, pour faire en sorte que s'ils veulent aller voir un truc à l'opéra, il y a des gens qui ont appris la musique, ou il y a des libraires, il y a des éditeurs, pour que leurs amis ou les éléments un peu originaux de leur famille puissent devenir écrivains, parce qu'il faut toujours, les bourgeois, les riches, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un dans leur famille qui soit un peu dans l'art, ou des salles de cinéma, pour pouvoir produire des films un peu nuls de propagande, et offrir des cadeaux aussi dans les CE, dans les conseils d'administration, et aussi pour l'industrie du tourisme. Donc, il faut des gens éduqués pour ça. Et il faut des employés, etc. Mais juste un peu trop pour maintenir une pression, pour faire en mode « Oh mon Dieu, il n'y a pas assez de travail, vous devez accepter ». Et là, on a vu quelque chose, et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui ont leur responsabilité de la même façon avec les paris en ligne, avec Winamax, etc. Beaucoup de personnes, des influenceurs, des gens de milieux populaires, etc., qui ont poussé le fait qu'on avait besoin de plus de gens qui savent coder. Donc, tout le monde devait apprendre à coder, HTML, le code, la tech. Pour ça, sans avoir un discours que être un ouvrier ou être un ouvrier, parce que le monde, il évolue, c'est pas que serrer des boulons. Le fait que le coding et qu'on peut, par exemple, délocaliser en Inde, etc., c'est un travail ouvrier où il y a des gens, et il y a plein de livres sur ça, où on paye des gens qui rendent des codes de des lignes pour pas cher. Donc, on a poussé ça à faire des techniciens. Et on veut des techniciens, mais sans la réflexion sur la technique. C'est-à-dire que la technologie doit être accompagnée d'une réflexion sur l'éthique. C'est quoi l'éthique de l'intelligence artificielle? C'est quoi l'éthique de la technologie? À quoi ça sert? Comment est encodé comment est encodé le racisme, le patriarcat, le capitalisme? Pourquoi c'est pas gratuit? Est-ce que le code est libre? Est-ce qu'on peut copier un code? Toutes ces questions éthiques qui ont l'RSS, ça doit être accompagné dans la formation technique. Et ce genre d'accompagnement n'est pas fait. C'est le même genre d'accompagnement intellectuel qui ne sont pas faits pour les gens qui étudient la médecine. Et après, qu'on se retrouve avec des médecins très problématiques, avec un syndrome de Dieu, parce qu'on veut créer des techniciens en leur promettant des grands salaires sans réflexion accompagnante. Donc, on va avoir de plus en plus de classes de personnes avec des salaires assez élevés, très, très pointus sur la technique, mais avec très peu de réflexion sur l'épistémologie, sur la science, le côté non neutre de la science, la philosophie qu'il y a dans la science. Et je pense que ça ne peut changer que si on change de système, que l'éducation est juste un reflet de pour l'instant, l'éducation reflète dans le système qu'on est, c'est-à-dire un but extrêmement utilitariste, former des cohortes de personnes qui peuvent aller vendre leur force de travail. Ah bon, d'accord. Merci. Alors, je sais qu'on vous avait promis en plus que ça ne durait pas trop longtemps. On a un peu débordé, mais ça fait 2 heures. C'était super intéressant, c'était passionnant. Et merci à tous d'ailleurs d'avoir… alors, merci à nos invités déjà, Nicolas, Fania, Merci pour l'invitation. d'avoir été avec nous. On rappelle que… Alors, le livre paraît quand, Nicolas? Le 8 février. Le 8 février. Donc, Ouais. on rappelle la sortie du livre Parasite de Nicolas Framont, donc le 8 février aux éditions Les Liens qui libèrent, il me semble. Ouais, exactement. C'est ça. Le livre, alors Fania a 2 livres, mais notamment un où elle parle de cette question-là, et maintenant le pouvoir, un horizon politique afroféministe. De toute façon, on vous a mis l'affiche, là vous pourrez vous avez pu noter et retrouver les références. On vous partagera aussi leurs réseaux sociaux pour ceux qui demandaient. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à tous les spectateurs, je ne sais même pas comment on dit, tous les Twitchers, les gens qui nous ont regardés sur le Twitch, et vous étiez nombreux, c'était super cool, c'était super intéressant pour votre participation. On n'a malheureusement pas pu prendre toutes les questions, mais je crois qu'ils ont largement brassé. Il y a plein d'éléments que vous pouvez retrouver en replay. Yacine, je ne sais pas si tu as un truc à
ajouter? Non, rien de plus, si ce n'est, de vous remercier à vous 2. Vous étiez, c'était complet et tout. Il y a même des questions que je voulais poser, mais c'était, c'était déjà répondu, donc top. Et merci aux auditeurs, moi j'appelle ça comme ça, tu vois? Genre qui ont participé et tout, et pour les questions et tout, vous nous avez grave aidés. Et merci à Wissem aussi, qui est à la technique. Et puis voilà. Et merci à toi aussi. Wissem d'ailleurs, il faut le dire, qui vient de revenir, qui était, malade. Donc on lui souhaite, c'est l'occasion de lui dire, on lui souhaite un bon, rétablissement et il faut le Oui, dire, bon il a rétablissement. fait ce live, malgré tout ça, donc merci beaucoup. Et alors juste pour, les auditeurs, on a rendez-vous demain 20h pour une émission spéciale sur la réforme des retraites, de la retraite, la comprendre de notre point de vue, à nous, donc en prenant en compte aussi des choses qui ne sont pas forcément, prises en compte dans le discours, politique et médiatique. Donc demain 20h et la dernière émission de la semaine sur Twitch, c'est vendredi 20h et là ce sera sur, la prière et les prières, notamment de l'espace, public ou en dehors de l'espace public. On vous détaillera tout ça. Merci beaucoup. Et Merci. Merci pour l'invitation, c'était vraiment bien. Et à bientôt tout le monde. Et si vous voulez savoir plus sur les AI et les races et la science, vous pouvez me suivre. Il y a des liens vers des articles sur la tech. Trop bien. Merci tout le monde, c'était super intéressant. Bonne soirée. merci, À la bonne soirée. prochaine. Bonne soirée. Ouais. Bye. Bye.